Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire Tour d'Europe. Vous le savez, chaque lundi, nous faisons le tour des grands championnats européens. Aujourd'hui, encore, le sommaire est alléchant et nous allons commencer par la Première Ligue. Manchester City et Arsenal ne sont pas parvenus à se départager ce dimanche, laissant ainsi les commandes de la Première Ligue à Liverpool. Nous en reviendrons tout au long de cette émission. Toujours en Angleterre avant le choc entre Manchester City et Arsenal, Liverpool a pris les commandes de la Premier League en s'imposant 2-1 ce dimanche face aux Seagulls. Et est-ce du moins l'année de Liverpool? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis, malgré un doublé de Cole Palmer et une supériorité numérique durant toute la seconde période, Chelsea n'a pris qu'un point face à Burnley, 2 buts partout samedi à Stamford Bridge. La mauvaise saison des Bleus se poursuit en Angleterre. Nous irons aussi en Allemagne où le Bayern est encore tombé ce samedi, cette fois victime de son meilleur ennemi, le Borussia Dortmund 2-0. Le titre est-il joué? L'autre question de ce Tour d'Europe. Toujours en Bundesliga ce samedi, lors de la 27e levée de Bundesliga, Leverkusen a renversé Hoffenheim 2-1 en frappant à 2 reprises dans le Money Time. Le titre est-il joué? On va tenter de répondre à cette question. Et puis, en Espagne, les hommes de Carlo Ancelotti ont consolidé leur large avance en tête de la Liga suite à leur victoire 2-0 face à Bilbao en match de clôture de la 30e journée. En Catalogne, un but magnifique inscrit par Rafinha a permis au Barça de battre Las Palmas, un but à 0 face à Montjuic à 11 jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes. Et puis en France, bien que réduit à 10 avant la fin de la première période, les Parisiens ont réussi à s'imposer 2 buts à 0 face à l'OM ce dimanche soir au stade Vélodrome. Le club de la capitale file droit vers le titre de champion. Pour finir, la minute du partenaire, comme d'habitude, vous donne l'opportunité de vous faire des millions en tapant sur le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe. Puis, cliquez sur code promotionnel. Introduisez le code promo du jour, Tannery. Puis, cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code. Puis, cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 20 000 francs dans votre compte. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez 2 accès à YellowBet. Le premier accès est l'accès en ligne à travers le lien www.yellowbet.com.gn. Le deuxième accès est l'accès USSD avec Orange. Tapez étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse OK. Avec MTN, tapez étoile 343 dièse OK. Tour d'Europe, c'est maintenant juste après ce jingle. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ils sont là avec nous, les habitués de ce plateau. J'ai commencé par... il va sourire d'abord avant de le présenter. Moi, je suis tout heureux. Hamid Bagoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis tout heureux aujourd'hui et je suis en très grande forme pour tout le monde, pour les téléspectateurs. J'espère qu'on va réaliser une super émission. Alors là, ce sont des flèches distribuées. Hein. De l'autre côté, on a Madou Mazongalo, toujours bien habillé. La flèche, c'est vers vous. Il est en forme. Et vous? Bon, moi, je ne suis pas en forme. Voilà, c'est la vérité. Mais psychologiquement, quand même, ça va. Psychologiquement, ça va. Ça va. Et Guirassy a marqué. Ouais, ce garçon, il est très fort. Il continue de progresser. Quand même, je ne cesse pas de le dire. Hein, je tergiverse là-dessus. Je ne suis pas surpris de ses performances. Vous attendiez à ce niveau-là? Ouais, plus que ça même. C'est le prochain ballon d'or. Ouais, très fort. Jean, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent et les débats seront houleux. Et le Barça a gagné. Le Barça a gagné, oui. Et nous continuons notre chemin bon an mal an. Et on y sera. Devant, il y a le PSG, hein, on en reviendra. Oui, on en reviendra. Nous avançons masqués. Et notre ballier. Ah, je vais le dire comme ça.
Tu as dit quoi? Il dit un autre Baldé. Un autre Baldé, c'est-à-dire. Parce que moi, je sais pourquoi je te. Baldé, là, il est venu, je voulais te surnommer Baldé, mais bon, on laisse tomber. Là, il est barré. Hein. Mais on va faire Baldé. C'est justement parce que quand tu as présenté, tu dois t'appeler Amédou. Non, bon, je voulais mettre un petit surnom à côté. Un Cédo peut-être, Baldé. Mais on continue à chercher en va... attendant. Parce que lui, en fait, c'est un sourire forcé. Il veut prouver en fait qu'il est en forme. Moi, il est en forme, hein? Non, il n'est pas en forme. Je sais. Il m'avait attaqué quelque part, donc il vient voiler un peu la face pour dire que tu vois, moi j'ai pas perdu Ramadan. Tu sais là où ils étaient les deux aussi hein, avant. Ah, le débat est promet, hein, ça commence par là et on espère que ça va être chaud sur ce plateau. Nous allons commencer comme promis par la Première Ligue. Ce dimanche, en fin d'après-midi, Manchester City accueillait Arsenal à l'Etihad Stadium à l'occasion du choc de la 30e journée de Première Ligue. Hamid, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match. Il faut dire que les marabouts de Liverpool ont bien travaillé parce qu'au final, c'est un résultat qui profite bien aux Reds. On laisse filer 2 points comme on l'a sciemment fait cette saison. Je pense que si le titre nous échappe, ça ne serait pas surprenant. On est en train de faire une saison où on n'est pas capable de battre Arsenal en aller-retour. D'ailleurs, à l'aller, ils nous ont battus. On n'est pas capable de battre Chelsea en aller-retour alors que Chelsea, c'est un club qui est en galère cette saison. On n'est pas capable de prendre des points face à Liverpool qui nous a tenu aussi en échec en aller-retour. C'est peut-être face à Manchester United, mais qui ne vaut pas grand-chose en ce moment en termes de grand sur la scène anglaise. Je me dis que c'était une très mauvaise opération de notre part. On avait l'occasion hier de gagner et de mettre Arsenal, pas forcément hors course, mais un peu à distance et continuer la bataille avec Liverpool. Mais au final, tous les deux, on se retrouve pris au piège et c'est Liverpool qui en profite. J'espère qu'on va se remettre très vite sur les rails et essayer de rectifier le tir parce qu'il reste encore des journées. Et en Angleterre, rien n'est officiel tant que le dernier drapeau n'est pas levé. C'est décevant ce match, Bella? Oui, c'est décevant, mais c'est en fait aussi la logique, comme il le disait. C'est un rythme d'un perdant de titre, en fait. D'un club qui va tout droit en train de perdre donc, ce titre-là. Il a rappelé les statistiques. Donc, en Première Ligue, historiquement, quand tu dois gagner, tu dois battre les gros. Tu dois battre au moins le top 5 ou 6. Donc, il a parlé de Liverpool en aller-retour, c'est un partout. Arsenal, aller, défaite, retour, match nul. Et il y a eu Tottenham 3-3 avant le match retour. Chelsea, c'est 4-4. Et puis Aston Villa même, c'est une défaite avant donc, le match retour. Donc voilà le top 5 donc la Première Ligue. Aucune victoire de Manchester City, donc logiquement. Et puis pour revenir sur ce match d'hier-là, une possession pas surprenante. Hein. Une équipe de Pep Guardiola, donc Manchester City qui a déjà adopté cette philosophie-là, une large possession. Mais ça manquait d'efficacité, ça manquait de précision notamment. Après la vue de déclaration de Pep qui parlait notamment du système défensif d'Arteta derrière. Après, par moment, ils étaient même à 5 ou 6. C'était bien vu tout cela par Arteta. Je crois que les derniers matchs, les dernières confrontations entre City et Arsenal, Arteta a bien compris la leçon. C'est son maître, il l'a appris auprès de lui. Et à chaque fois, c'était des victoires écrasantes de City contre Arsenal. Mais là, depuis 2 ou 3 matchs maintenant, parce que le Community Shield aussi, c'était comme ça, il avait à l'emporter avant de venir donc, le battre en championnat. Donc hier, un match qui était dominé donc, dans la possession ou dans le contrôle du ballon, mais en termes d'efficacité, en termes d'occasion nette de but, City a manqué de précision pour aller s'offrir et a laissé des points qui pourraient être donc, décisifs vers la course au titre. Arsenal est devenu costaud, on peut le dire comme ça. Oui, Arsenal a tiré les leçons, a appris de ses erreurs, on peut dire ça. Mais bon, et moi je parlerai plutôt des matchs tristes. Le match d'hier ne reflétait pas ce que moi j'attendais de ce choc-là. Et il faut dire que mes attentes n'ont pas été assouvies à ce niveau. Arsenal a passé tout son temps à défendre. On peut dire le résultat peut-être les arranger. Mais City aussi, il faut souligner le manque d'efficacité. Le manque d'efficacité était criard à ce niveau. Il y a eu 1 ou 2 occasions qu'il fallait mettre au fond. Et je crois qu'il y a eu des tabloïds qui ont bien tensé Haaland en le qualifiant d'un joueur qui avait le niveau du D4 anglais. Mais bon, il faut aussi, contrairement aux 2 précédents intervenants, moi je n'enterre pas Man City. Face à Liverpool et face à Arsenal, eux ils sont habitués au sprint finaux et ils ont l'habitude de les gagner. Face à Arsenal l'année dernière et face à Liverpool il y a 2 ans.
Et ça peut compter dans cette dernière ligne droite. Il ne faut pas les enterrer. Ils ont un effectif pour pouvoir renverser. Il faut aussi noter qu'ils ont quelques blessés. Et ça peut compter pour la suite. Dans ce match, on n'a pas vu Erling Haaland qui a manqué beaucoup d'occasions. De l'autre côté, les supporters lui demandent même de retourner en 2-4 anglaise. Est-ce que tout ça, c'est bon pour le joueur? Ouais, c'est bon pour le joueur parce que moi, je me dis, il n'est pas du tout accompagné. Mais même si vous voyez le système de jeu de l'entraîneur avec 5 milieux de terrain, un seul attaquant, ce n'était pas facile. Erling Haaland, il a besoin d'être accompagné sur le plan tactique. Mais quand vous voyez la fin du match de Pep Guardiola, c'est comme s'il avait peur de cette formation d'Arsenal sur la fin du match. Mais sur les réalités du terrain, il fallait changer le système dès la pause, jouer même si c'est avec 2 attaquants et mettre quelque chose en place pour accompagner Erling Haaland. Mais avec 5 milieux de terrain contre Arsenal, c'est ce qui montre que franchement, en amont, il doutait un peu de la défense de cette formation de Manchester City. Regardez, avec 72% de possession de balle, l'adversaire n'a que 28. Ils ont eu 12 tirs encadrés. Et ce qui montrait qu'au niveau de l'animation offensive, Pep Guardiola n'avait pas préparé quelque chose au niveau des phases de finition. C'est comme s'il s'attendait à un match nul. Maintenant, dans l'entrejeu, il a compris qu'il a eu de la facilité. Mais comment créer la différence? Est-ce qu'il avait préparé quelque chose pour battre Arsenal? Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Moi, je me dis que Pep Guardiola, c'est lui-même qui a fait que l'équipe n'a pas pu créer la différence. Il avait beaucoup de possibilités pour battre Arsenal, mais déjà psychologiquement, en amont, c'est comme s'il n'était pas en pleine confiance en 100% qu'il pouvait battre Arsenal. Et je crois que moi, je vois tout à fait le contraire, en fait. C'est dire qu'il n'a pas préparé. Au contraire, en fait, quand tu vois les joueurs offensifs qui étaient devant, tu as Bernardo Silva, tu as De Bruyne, tu as Foden, tout cela autour donc de Kovacic, autour de Erling Haaland, c'est des joueurs offensifs, donc tu as une large possession. C'est vrai, quand ça ne marche pas, c'est facile peut-être de dire que ce n'était pas accompagné, mais quand ce n'est pas son jour, ce n'est pas son jour. Mais en tout cas, sur le 11, en fait, quand tu vois ces joueurs-là autour d'Erling Haaland, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Je dis avant la rencontre, quand tu vois la fin du match... Oui, justement, la fin du match, c'est fait pour attaquer. Qui nous a présenté. Moi, je me dis, avec 5 milieux de terrain, un attaquant, il a équilibré le jeu. Ces 5 milieux de terrain forcément ne vont pas jouer pour attaquer. Ils vont aussi garnir un peu la défense. Mais contre Arsenal, tu joues avec 5 milieux de terrain. Ce n'est pas des joueurs en tout cas qui sont là pour défendre. Voilà, c'est sur la fin du match. Habituellement, c'est les mêmes joueurs que nous alignons. Justement. Bernardo Silva et ainsi de suite. C'est des joueurs qu'on a l'habitude de mettre. Mais sauf que la différence gagne élève quelque chose de super important. Je crois que c'est Arteta qui a appris. Parce que forcément, Guardiola, il s'attendait à un match ouvert dans lequel Arsenal va foncer aussi, jouer avec le même système. Parce que excuse-moi, quand tu regardes les derniers matchs d'Arsenal, il surclassé, c'est 4, 5, 6 buts inscrits. Ils étaient pris dans ce piège-là parce qu'ils étaient dans pratiquement le même système que Man City, le même football et ainsi de suite. Sauf que Man City, la mayonnaise a tellement pris qu'il y a cette maîtrise parfaite et c'est City qui arrivait à surclasser. Maintenant, Arteta a rien compris ça. Quand il vient pas pour faire le jeu, il vient en acceptant de subir, mais voilà, répartir peut-être avec un point ou peut-être surprendre l'équipe avec... en gagnant. À l'aller, c'est ce qui s'est passé. À l'aller, les gens étaient dessus du spectacle. Pour vous, Arsenal a accepté de s'exposer durant le match. Pas s'exposer, mais ils ont accepté de souffrir, accepté de subir le jeu pour finalement repartir avec quelque chose. Peut-être que Guardiola s'attendait à ce que Arteta vienne avec l'envie d'avoir un résultat positif, c'est-à-dire une victoire, parce que tous, on est en train d'aller vers le titre. Mais au bout d'un moment, Arteta, lui, dans sa tête, quand tu récupères un point sur la pelouse d'Etihad Stadium, c'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, surtout qu'à l'aller, vous avez gagné. Au match aller, comme je le disais, il n'y a pas eu de jeu du tout, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a rien eu. Voilà, c'est un match fade au bout duquel Arsenal a planté un but. C'est un entraîneur qui a compris ça, il est en train de bien maîtriser ça au final. C'est lui qui s'en sort, parce que 4 points pris sur Manchester City sur une saison, le tâtonnement, c'est côté Citizen, pas côté de Gunners. Au final, c'est nous qui allons regretter. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Manu? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'avec un entraîneur qui, sur la fin du match, qui nous affiche 3 attaquants, un attaquant, je suis partant avec l'entraîneur qui a affiché 3 attaquants, qui est assez optimiste avant la rencontre. Maintenant, dans l'entrejeu, il a compris qu'il ne pouvait pas résister contre Manchester City. Ce sont des classements pièges. Quand un entraîneur te présente 5 milieux de terrain, toi, tu penses que peut-être qu'il est venu pour défendre sur la fin du match. Maintenant, quand tu vois que tu commences à reculer, les 5 milieux de terrain, d'autres vont se soutirer pour renforcer les attaquants. Maintenant, quand tu es dominé, d'autres vont se soutirer pour renforcer la défense. Ils t'observent, ils évoluent en fonction de la rencontre. Quand on joue avec 5 milieux de terrain. Alors, c'est comme si, moi, je me dis, Pep Guardiola, il a été un peu hésitant avant le match. Maintenant, lorsque la rencontre a commencé, lui-même, il a compris qu'il avait assez de facilité maintenant. Mais au finish, tu voyais, Erling Haaland était très mal accompagné dans le jeu.
Il a hésité, Pep Guardiola? Non, il n'a pas hésité encore une fois en fait. C'est facile parfois, quand tu vois Foden, tu le qualifies directement de milieu de terrain, mais comme les entraîneurs me le disent, en fait, tu fais le classement, c'est l'animation le plus important en fait. Oui. Foden, le plus souvent, il peut évoluer sous forme d'ailier en fait, sur un côté. C'est déjà son poste. C'est son poste depuis plusieurs mois. Donc quand tu vois donc, ce 11-là, je ne sais pas en fait dans la composition du 11, qu'est-ce que tu reproches exactement à Pep? Quel joueur, par exemple, tu mettrais ou tu sortirais? Quand tu as Bernardo Silva aussi qui te perce les lignes. Mais quand il est dominé... Mais il n'est pas dominé, il n'a pas été dominé. Je le suppose, exactement, il a équilibré le jeu. Il s'attend peut-être à une domination. Mais Guardiola, habituellement, c'est quelqu'un qui fait forcément ça. Il est dans le jeu de possession, il veut avoir le ballon pour lui. Peut-être que oui, je peux comprendre le reproche sur le fait qu'on aurait pu être plus tranchant, on aurait pu essayer d'aller plus vite sur les côtés, envoyer des centres et tout. Mais ça, c'est des choses qui ne se cassent pas en une journée ou en l'espace d'une rencontre. Guardiola est déjà habitué à posséder le ballon, à faire tourner, à passer par mille et une façons avant d'atteindre les buts. C'est ce qu'il a une fois fait. Pour moi, en tout cas, hier, ce qui n'a pas marché, c'est que Arteta a mieux maîtrisé le sujet et il s'est mieux préparé pour contrecarrer ce système-là. Mais le souci, Guardiola, habituellement, c'est le même truc qu'il est en train de mettre et ça fonctionne. Sauf que hier... il était face à un de ses disciples qui maîtrise parfaitement ce système-là. Hier, moi je dirais que c'était une journée sans. D'abord, les défenseurs ont pris le pas sur les attaquants. Pour les quelques rares occasions qui sont venues, les attaquants ont été maladroits. Et voilà pourquoi déjà le meilleur joueur du match a été un défenseur et ça explique tout. Alors que nous, on s'attendait à ce que le match soit débridé et que les buts viennent de partout. Ça n'a pas été le cas. Guardiola, d'un côté, il a fait ce qu'il sait faire le mieux. Et Arteta, lui, a surpris tout le monde en optant pour la défensive parce que ce n'est pas aussi son jeu habituel. Et ça nous a donné le match qu'on a eu hier, un match fade. On va marquer un coup de pause. Désolé pour ce désagrément, on est avec vous, tiens. Oui, je disais que nous tous, nous avons été surpris par rapport à ce match. Au lieu, on s'attendait à ce que le match soit débridé dès le début et qu'il y ait des buts partout. Malheureusement, ce sont les défenses qui se sont imposées. En témoigne, le meilleur joueur du match était un défenseur. Et il faut souligner que Guardiola, il a été fidèle à ses principes en optant pour l'attaque et en optant pour le jeu. Et contrairement à lui, Arteta, lui, il s'est contredit en optant pour la défensive. On peut dire que ça a payé pour lui, même si à la fin du match, il disait qu'il s'attendait à plus d'un point, même s'il se contentait de 4 points pris sur Manchester City cette année. Globalement, c'était un match fade, alors qu'on s'attendait à un match XXL qui nous rapportait des buts. Alors, pour moi, rapidement, je veux dire, Arteta, il ne s'est pas contredit, il s'est adapté pour avoir peut-être minimum le match nul. Peut-être il a observé Manchester City cette saison. Face à Crystal Palace, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Le jeu de possession, on avait le ballon, on a fait ce qu'il avait, on a fait tourner. Et au bout d'un moment, on sort avec un match nul, 2 buts partout, face à un adversaire qui, logiquement, ne méritait pas de tenir City en échec. Face à Aston Villa, c'était pareil. Je crois que quand un entraîneur qui est vraiment bien et qui analyse bien la situation, on regarde des matchs comme ça, il s'est dit, il y a moyen que je refuse complètement le jeu et que je sorte quand même avec un résultat parfois de match nul. Il arrive que ça passe. Ça a marché à l'aller, au retour ça a marché. Et n'oublie pas que Arsenal s'est même créé quelques situations hier qui, si c'était bien négocié par Gabriel Jesus ou peut-être par Trossard, ils auraient pu avoir un but d'ailleurs. Donc c'est pas que pour moi il s'est contredit, il s'est adapté face à une situation et au final il s'en sort super bien. Alors, monsieur, la question, est-ce que ça fait peur avant la rencontre contre le Real Madrid? On va commencer par vous. Pour Manchester City. Pour Manchester City, justement parce que c'est Manchester City. Oui, justement, on ne va pas les enterrer à cause de ce match-là. Mais si le Real arrive à s'en inspirer, parce que ce que Arteta notamment a fait, en coupant en fait ce lien-là entre les joueurs de côté et Haaland, parce que notamment Haaland c'est un fin finisseur, il sait se placer, mais revenir chercher, apporter la créativité ou dribbler un ou deux pour aller le faire, c'est pas trop son job. C'est pourquoi ceux qui le critiquaient, c'est vrai qu'ils abusent, mais c'est un peu le cas, c'est un vrai finisseur. Mal connaître ce qu'il est. Mais il n'a pas brillé dans la construction, dans la participation activement le plus souvent dans son jeu. Donc pour moi, en fait, c'était même le tournant de ce match-là, le fait qu'il n'y avait pas de ballons alimentés pour Erling Haaland, qui le plus souvent se plaçait dans la surface de réparation. Parfois, il suffisait de mettre un pied, mettre une tête pour je ne suis pas en train de dire que c'est tellement facile, mais c'est sa spécialité en fait. Donc, quand on voit ce rythme-là, on peut bien sûr s'inquiéter parce que
ils ont de la pression en Première Ligue à la fois qu'ils peuvent gérer avec aussi ce match-là contre le Real. Amadou, est-ce que le Real peut faire trembler le grand Manchester City? Mais écoutez, c'est des matchs qui sont équilibrés. Quand tu joues face au Real de Madrid en Ligue des Champions, tu s'attends à un gros morceau. Et quand tu vois actuellement cette formation Manchester City, c'est une équipe qui est en super forme, c'est une équipe qui domine, c'est une équipe qui joue sans complexe, moins de calcul, c'est une équipe qui te prive le ballon et ils sont capables de créer la différence à n'importe quel moment. Et aussi, l'entraîneur, c'est Pep Guardiola, il a du vécu, même si de l'autre côté aussi, il y a un bon entraîneur. Vous savez, c'est des rencontres, ça se joue au niveau des détails. Seulement la différence, peut-être, la différence, c'est où? C'est la lucidité. Mais avec le Real de Madrid en Ligue des Champions, voilà, ils vont se donner à fond, ils vont te pratiquer un beau football, ils ont l'expérience, ils ont du vécu. Manchester City aujourd'hui a envie de montrer aussi sa suprématie. Il faut chercher d'autres trophées, c'est la Ligue des Champions. Je pense eux aussi, ils ont des arguments très, très, très solides à placer. C'est deux entraîneurs qui ont du vécu, ils ont pas mal de maturité. Ils auront du mal à se déterminer. Non, écoutez, c'est des matchs qui sont ouverts. La différence entre Manchester City et le Real de Madrid, moi je vous dis sincèrement, c'est la lucidité. Si City s'arrête là. Non, City ne va pas s'arrêter ici. Moi, je trouve qu'on enterre trop vite cette équipe. Elle est sur une bonne phase. C'est vrai qu'en championnat, face au gros cette année, ça ne marche pas, mais il faut aussi souligner que l'équipe n'a pas été épargnée par les blessures. Par exemple, hier, toute la défense était décimée. Et il y a aussi un défenseur qui s'est blessé aussi, Ake, pendant le match. Mais Manchester City peut renverser le Real de Madrid, surtout que l'équipe a une ascendance psychologique plus ou moins favorable sur le Real en ce moment, compte tenu du match de la double confrontation de l'année dernière. Il ne faut pas voir Haaland. L'année dernière, il n'a pas été performant face au Real. C'était une équipe, c'était 1-11 qui a battu 1-11 qui était plus fort et plus performant. Oui, en parlant de blessures, avant de donner la parole à Hamid, je crois que le Real, cette saison notamment, c'est une école, c'est une référence en termes de gestion d'effectifs avec les blessures. Souvenez-vous, en début... n'est pas du même niveau que la Liga aussi. On parle de ces deux en fait. On parle de ces deux-là. Souvenez-vous, en début de saison, qui aurait cru que Real allait être leader en ce moment avec toute cette hécatombe-là, quand tu parlais de Rudiger, heureusement que Militao, Mikota, tout cela. Donc, Bellingham, à un moment. Ça en fait. Oui, je suis d'accord. Est-ce que pour vous, toujours Manchester City est favori devant cette équipe? Oui, on reste favori, ça. Merci d'ailleurs d'ajouter le grand Manchester City. C'est le président du club. Merci, je le remercie d'avoir ajouté le grand Manchester City. Mais pour être honnête, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter pour une succession d'événements. Déjà, Jean fait bien d'évoquer les cas de blessures. Hier encore, Ake, on ne sait pas comment ça va se passer. Stone, c'est incertain. Walker est incertain. Tout ça là, c'est pas des bons signaux avant d'affronter un gros comme le Real Madrid. Ça, c'est un premier souci. Le deuxième, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes tableaux que le Real Madrid. Le Real Madrid en championnat, je ne peux pas dire que le fleuve est très tranquille, mais il y a une sorte de réserve, de marge pour eux. Même quand ils enchaînent une ou deux défaites, il n'y a pas de problème. Manchester City n'a pas droit à la défaite en championnat. Donc, on va être sur un sprint où on est obligé de gagner chaque journée. Donc, pour vous, le Real ne rassure pas trop? Non, pas que le Real ne rassure pas, mais le Real est tranquille dans son championnat pendant que Manchester City est obligé de se mettre à fond en championnat et se mettre à fond en Ligue des Champions. Mais c'est ça aussi la première ligue. Oui, c'est différent et c'est ça. Mais il y a eu quand même des saisons où ces périodes-là nous trouvent qu'on a un peu de tranquillité. Voilà, on n'est pas bousculé de cette façon-là. Peut-être qu'il y a la saison dernière, c'était la même chose, la même situation. Hein. Oui, mais il y a des saisons qui arrivent, par exemple, on tombe sur le Real Madrid, on se dit, on va être concentré sur la Ligue des Champions parce qu'en championnat, on peut se permettre une petite défaite. Il y a d'autres calendriers qui arrivent. Mais sauf que cette année, en première ligue. Voilà, cette année, c'est venu, on a déjà pas réussi à gagner face au gros, ça c'est un problème. Et deuxièmement, le tableau qui reste là, il nous faut gagner tous les matchs pour ne pas se faire attraper ou pour ne pas se faire surprendre par d'autres adversaires qui ont la soif de gagner bien sûr. Et nous, en Ligue des Champions, on a la malchance de tomber par le club le plus historique de cette compétition. Donc pour moi, il faut bien évidemment s'inquiéter. Mais j'espère qu'on va avoir la tête sur les épaules et bien préparer ces événements. Pas plus tard qu'hier, Guardiola d'ailleurs, il se plaignait du calendrier que nous avons super chargé, contrairement au Real qui va avoir un peu de temps de préparation, qui pratiquement aura 9 jours pour se préparer avant de recevoir Manchester City. On n'aura pas ce luxe-là. Donc, si vous posez la question de savoir est-ce qu'on s'inquiète, oui, on s'inquiète parce que le calendrier n'est pas favorable et la situation du club, pendant que Militao revient d'un côté, nous, on a des joueurs qui sont encore incertains. Bonne chance. Alors, on va parler maintenant d'Arsenal. Bella, est-ce que c'est l'année des Gunners?
C'est l'année de gagner, c'est encore le rythme. On peut le dire oui, mais il a parlé de calendrier. Je viens de ressortir le calendrier d'Arsenal. C'est du très gros. City, là, est favorisé par le reste du calendrier. Parce que, juste pour rappeler, City a Brentford, Crystal Palace, Luton, Tottenham, peut-être un gros morceau, Brighton. Et alors que quand tu vois à côté Arsenal, il y a Brighton, il y a Brentford, il y a Chelsea encore, il y a Tottenham, il y a Everton, il y a Manchester United. Donc, je crois que c'est très très compliqué pour tenir pour Arsenal. Surtout, on se rappelle aussi on oublie Liverpool. L'année dernière. Non, on parlait des deux en fait. Puisque c'est en ce moment, oui, c'est Liverpool même qui est en tête. Mais ça va être très très compliqué pour Arsenal, qui aussi est dans les deux tableaux, qui doit aussi jouer Bayern, tout cela. Donc, qui est obligé effectivement d'avoir les mêmes énergies pratiquement sur les deux tableaux. Surtout sur ce match, on va parler de ce match Arsenal-Bayern Munich. Est-ce que c'est faisable pour Arsenal? On se souvient des 10 buts à 2 matchs confondus. Est-ce que le Bayern peut hériter cet exploit-là? Le Bayern peut... Non, même si non, c'est le score là, c'est le foot. Non, on ne peut pas s'attendre à un tel score en quart de finale de la Ligue des Champions, surtout avec ce Arsenal du moment. Si mais il faut aussi 4-0 au Real, c'est le foot. Oui, mais il faut aussi noter que le Bayern en ce moment est convalescent. Ce n'est pas le Bayern des 2-3 dernières saisons. Et Arsenal est sur une bonne phase et ils ont de la confiance. Le fait seulement d'être sur le même tableau que City et des champions. Oui, ça aide. Surtout contre un grand Bayern. Ça aide. Surtout que c'est face à un Bayern de Munich. C'est important aussi. En Ligue des Champions, ils n'ont pas été aussi costauds en Arsenal. Ils n'ont pas été même en phase de poule, battu par Lens, Porto, on a vu comment ils ont perdu face à Lens, ils ont tâtonné face à Porto. On n'aborde pas de la même manière un match face à Porto et un match face au Bayern de Munich. De la même manière que le Real a éprouvé des difficultés face à Leipzig, c'est de la même manière. Le Real ne va pas aborder de la même manière le match face à City. Ce n'est pas le même adversaire, on ne prépare pas de la même manière. Il faut le noter. Et Arsenal n'est pas la même équipe aussi que Bayern a affronté les années antérieures dont on parle. L'entraîneur a changé, les joueurs ont changé, l'état d'esprit a changé. C'est pas la même chose. C'est important de souligner cela. Mais je veux dire, en fait, Bell a fait bien de souligner ça. Parce que Arsenal, c'est deux équipes différentes en championnat et en Ligue des Champions. En championnat, la sérénité qu'il y a, peut-être due certainement à l'expérience qu'ils ont acquise l'année passée. C'est un promu. Voilà, en fait, exactement. L'année passée, l'expérience leur a bien servi. Mais en Ligue des Champions, quand tu les vois jouer, c'est pas vraiment une équipe qui rassure. C'est pas vraiment une équipe qui... Voilà, tu te dis forcément sur papier, ça va se passer comme ça. Face à Lens, il a dit, en phase de poule, ça aurait été facile. Ça n'a pas été facile. Ils ont dû attendre longtemps avant de se qualifier. Et si on voyait autrement, on est en quart de finale. Face à Porto, il y a des difficultés. Face à Bayern, je suis d'accord. Pour tout ce que tu relèves là, Bayern a des difficultés cette saison. C'est pas une équipe top. Il n'y a que le passé qui on est en quart de finale, ne l'oublie pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire qu'Arsenal, peut-être que sur ce qu'ils ont montré face à City, ici, ils ont le même sens de sacrifice, la même organisation et éviter les doutes. Parce que c'est ce que j'ai souvent senti sur Arsenal cette saison en Ligue des Champions. Il y a des doutes comme quelqu'un qui revient en novice alors qu'ils ne sont pas novices. Mais le fait qu'ils soient partis. Voilà, le fait d'ailleurs qu'ils soient partis il y a longtemps, ça ramène des doutes et tout qui ne jouent pas en leur faveur. Mais comme Bella le dit, c'est exactement vrai. C'est deux équipes complètement différentes en championnat et en Ligue des Champions. Amadou, est-ce que ça peut bien marcher pour Arsenal? Ouais, ça va être très difficile. Hein. C'est le Bayern de Munich. Et puis surtout en Ligue des Champions, le championnat et la Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Moi, je m'accentue tout le temps de tout ce qui est vécu et expérience. Moi, je me dis que... Ça ne sert pas tout le temps. Ouais, moi, je m'accentue surtout tout ça en Ligue des Champions. Quand tu vas au Real de Madrid, tu le rencontres en championnat, c'est facile. Du moment compte. Mais en Ligue des Champions, c'est autre chose. Ça se voit aussi. Il y a de ces clubs qui sont pas tellement constants en championnat. Les surprises sont très mais rares tu les trouves en Ligue des Champions, c'est autre chose. Ça, c'est autre niveau, c'est purement psychologique. Moi, je me dis aujourd'hui, Arsenal n'a pas ce background, Arsenal n'a pas ce niveau de gérer deux compétitions. En même temps la Ligue des Champions, en même temps le championnat, c'est pas possible. Si Arsenal élimine à ce niveau de la compétition, les joueurs pour le faire. Ouais, mais aussi c'est pas comme ça, c'est pas la même chose. Il faut s'habituer. Arsenal n'a pas l'habitude de gérer deux compétitions en même temps. L'objectif dans le championnat actuellement, c'est qui est primordial. La maturité. Voilà, la maturité, ce qui est primordial pour Arsenal actuellement, c'est d'être champion d'Angleterre. C'est ce qui est primordial pour eux. Mais actuellement, ce n'est pas pour remporter la Ligue des Champions. Vous êtes d'accord avec lui? Arsenal n'a pas encore la maturité d'aller gagner cette Ligue des Champions-là? Ouais, c'est pour quand même, l'année dernière, ils ont perdu la Première Ligue parce que l'effectif du banc n'est pas aussi tellement riche. Tu vas avoir des joueurs qui peuvent se surpasser. Mais dès qu'un se blesse ou se fatigue, on avait vu, ils avaient pleuré sur la perte de titre à cause de l'absence de Saliba, tout simplement. Donc quand c'est comme ça ne peut pas aller forcément. Mais dire qu'il ne peut pas gérer là aussi, on ne peut pas aller jusqu'à ce point parce qu'il peut profiter notamment de cette méforme de Bayern Munich, il peut profiter de cette
confiance qu'ils en ont en Première Ligue pour capable gérer. Mais après, ce manque d'expérience va toujours... Comme je le dis, en fait, attention, en 2014, le Real n'avait que 2 jokers sur le banc, mais ils ont réussi à remporter la Ligue des Champions. Ah, mais le Real, on connaît la Ligue des Champions, ce que c'est. Même quand le Real ne veut pas la Ligue des Champions, la Ligue des Champions veut du Real. Ça, c'est une question, on la connaît. Mais ce qu'ils disent, c'est important de le révéler. Et comme Bella le dit, on ne peut pas non plus se déterminer, savoir est-ce qu'ils sont capables de gérer ou pas, parce que je pense qu'ils ont des joueurs qui ont le talent pour ça. Il manque peut-être la maturité, qui peut-être ça peut nous surprendre, on peut voir une toute autre facette. C'est possible, surtout que en face, il y a une équipe du Bayern qui galère depuis 2 ans. Ça ne date pas de cette année. Thomas Tuchel, il est venu trouver cette situation-là. Depuis l'année dernière, le Bayern est un peu... Voilà, qui avait l'habitude de plier le championnat depuis quelques journées. Ce n'est plus le cas et ça semble être fini pour cette saison. Cette fois, c'est lui qui est plié, en fait, le Bayern. On en parlera d'ailleurs. Je pense que Arsenal peut créer la surprise. Et devant, ils ont la voie royale parce que c'est moi, je ne parlerai même pas de surprise. C'est de l'autre côté du tableau où il y a le Barça et le PSG, 2 équipes fragiles en ce moment en Ligue des Champions. Non, ce n'est pas le moment de tirer à balles réelles. Alors, ce match nul, 0 but partout, fait les affaires de Liverpool qui trône désormais en tête de la Premier League avec 67 points au compteur. Arsenal suit à 2 longueurs, tandis que Manchester City, pour finir la minute du partenaire, comme d'habitude, vous donne l'opportunité de vous faire des millions en tapant sur le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour, Tannery, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant, introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code. Puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 20 000 francs dans votre compte. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez 2 accès à YellowBet, le premier accès et l'accès en ligne à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Le deuxième accès est l'accès USSD avec Orange. Tapez étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse, OK. Avec MTN, tapez étoile 343 dièse, OK. Alors, nous allons passer maintenant à un autre match juste après ce jingle. À ce dimanche après-midi, Liverpool accueillait Brighton à l'occasion de la 30e journée de Premier League. Un but matinal d'abord de Welbeck, l'ancien de Manchester United, sur un travail magnifique de l'Ivoirien Adingra. Puis avant la demi-heure de jeu, les hommes de Jürgen Klopp égalisent grâce à Diaz. Après, c'était un récital avec le but de Salah. On a vu un Liverpool rajeuni dans ce match-là. Liverpool rajeuni en confiance. C'est une équipe qui joue plus ou moins sans pression et qui arrive à renverser tout, parfois même sans forcer le talent. Et voilà pourquoi il faudra sérieusement compter sur ce Liverpool-là. À l'image du Barça, depuis que Klopp a annoncé son prochain départ, tout va pour le mieux. Et les joueurs sont plus ou moins libérés et tout se passe pour le moment très bien. Ils sont en tête de la Premier League et cette victoire en témoigne. On aurait pu croire qu'après avoir encaissé le premier but, ils allaient sombrer et ça n'a pas été le cas. Diaz et puis Salah sont venus renverser la tendance rapidement et puis Liverpool trône à la tête de la Premier League. Maintenant, le sprint final sera long. Mais Liverpool est là et sera là jusqu'à la fin, j'estime. Vous vous attendiez à voir Liverpool à la tête de ce championnat? En début de saison, non. Mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ils sont donc sur cette confiance-là. De passage, peut-être on va demander à Ten Hag aussi d'annoncer son départ en fin de saison. Ça pourrait payer. Mais sur cette forme de moment, depuis donc quelques matchs, Liverpool rajeunit, pas que sur ce match-là. Même contre Manchester City, on a vu des gamins qui ont joué avec Endo, avec Kwanza, avec le latéral droit qui est à la place de comment il s'appelle, l'anglais Arnold. Oui. C'est un effectif donc qui s'adapte, qui s'est adapté déjà avec donc ces jeunes joueurs-là, très bien nulés. Comme il a dit, hein, l'annonce de départ des clubs, ça a forcément peut-être amené cette autre motivation. On veut jouer pour lui, on veut bien finir. Quoi de plus normal, quoi de meilleur donc de faire des adieux avec un titre. Donc c'est un supplément d'âme.
Et ils sont tombés aussi sur une équipe de Brighton qui ne se retrouve presque plus. Ils ont du mal à enchaîner. De Zerbi donc a perdu, a semble perdu donc la main. Et ils ont profité de tout cela et puis de match de l'autre. Parce que tout est en train d'être fait pour l'instant pour Liverpool de passer devant. Et eux aussi, ils en profitent bien. Jürgen Klopp termine bien avec Liverpool. Ouais, ça serait bien qu'ils finissent une saison sur un titre de champion, sauf que ça ne sera pas le cas. Parce qu'on sera là et tu ne pas ça. Non, pas du tout. Je suis d'accord. Pour ça, il est bien parti, hein, Liverpool. Je suis d'accord que sur ce point, les deux mancuniens, on est d'accord. Sauf que c'est nous qui nous apprêtons à faire leur affaire là. Donc la prière, dans l'une de ces prières, il est obligé de me soutenir là que City soit champion pour ne pas que Liverpool les rattrape au titre. Mais je ne suis pas d'accord sur un point avec Guyan quand tu dis que tout se passe bien pour Liverpool. Pour moi, tout ne se passe pas bien. C'est une saison, en fait, à l'image des trois qui caracolent en tête de la Première Ligue. Parfois, on a des surprises et tout. Sinon, c'est quand même incompréhensible que City, avec ce nombre de matchs nuls, parfois des défaites surprenantes, parfois des nuls face à Crystal Palace, et qu'on se trouve quand même collé à Liverpool. Et surtout, la défaite en Coupe face à Manchester United, ça c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent quand même se faire éliminer par Man U. Mais écoutez, en championnat, ils ont une très bonne équipe. Je crois que Klopp, il va laisser un très bon héritage avec un effectif qui peut encore repartir sur 4-5 ans avec Diaz. Quand tu vois comment il est virevoltant sur son côté, Mohamed Salah, il a encore 1 ou 2 saisons à donner avant de partir quelque part. L'attaquant Nunez, dans l'ensemble de l'effectif, il va forcément laisser un très bon héritage au club. En termes de championnat, bien sûr que l'idéal, ce serait qu'il parte sur un titre, mais ça va être un combat rude. C'est surtout ce qui va d'ailleurs faire la beauté de ce titre-là s'il le gagne, parce que avec Liverpool et Manchester City aux aguets, s'il s'en sort vainqueur, ça va être... voilà. Ça nous offre une fin de saison magnifique entre Arsenal, Manchester City et Liverpool. Et le clin d'œil pour rapidement passer, c'est à Brighton, comme quoi c'est difficile d'évoluer sur 2 tableaux. Depuis que le club évolue en Europe et en championnat, ça n'a pas été la même équipe que l'année passée. Non, ils ne sont plus en Europe. Amadou, même en Europe, ça n'a pas marché pour eux. Hein. Oui, rapidement, on va aller avec Amadou. Vous n'avez jamais été surpris avec cette équipe de Liverpool? Vous attendiez? Moi, je ne suis pas surpris avec la pression des supporters de Liverpool. C'était un peu compliqué à un certain moment pour Jürgen Klopp, qui avait effectué des recrutements dont ça n'a pas marché avec Naby Keita et comment on appelle, faut pas nous ramener là. Exactement. En ce moment, ça n'avait pas marché avec Thiago Alcantara. Et pourtant, Naby, ça avait bien pris. Bon. Ça dépend. Tu retiens quoi? Je préfère quoi. Voilà, c'est le débat. En tout cas, il avait du mal à stabiliser son milieu de terrain. Il a pensé à Naby Keita, Thiago Alcantara, ça n'a pas marché. Au niveau de l'animation offensive, il a laissé Sadio Mané. En ce moment, il y avait des lacunes avec l'arrivée des joueurs comme Diaz et Nunez. Ça ne marchait pas du tout au début. Mais actuellement, il a stabilisé le milieu de terrain avec McAllister et Zoboslai, Ando et consorts. En tout cas, au niveau du milieu de terrain, ça a été des sérieux problèmes pour Jürgen Klopp. Il a pu stabiliser le milieu de terrain au niveau de l'animation offensive. Voilà, il a eu du fleur. Au niveau de l'animation offensive, maintenant, avec Nunez et Diaz, il commence à s'adapter. Je pense que maintenant, il y a une logique qui est là dans cette formation. Il a maîtrisé maintenant son équipe. L'inquiétude, c'était le milieu de terrain. Il a stabilisé. Au niveau de l'animation offensive, il a des tueurs. Moi, je pense qu'actuellement, il a une équipe qui est stable et tranquille. Jürgen Klopp, il est capable de s'en sortir. Est-ce que ça a été judicieux de laisser partir Jürgen Klopp? Justement, on va parler de lui. Judicieux, bon, peut-être à un moment donné, oui, c'est lui qui... Pourquoi l'accepter de laisser partir? Voilà, ils ne l'ont pas viré, on le laisse partir. Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire le forcing peut-être? Non, en fait, lui. On va avec Bella avant d'aller. On va aller avec Bella d'abord. Laisse-moi parler. Ça lui fait du mal à parler du bien de Liverpool. Non, au contraire, moi je suis objectif en fait. Ce que je vois, c'est ce que je dis en fait. À un moment donné, moi-même, parce que rappelez-vous, il y a une saison, Liverpool était en galère, ils avaient même du mal à arracher une place européenne. J'avais dit que peut-être. Quand ça dure à un moment donné, il faut changer en fait. Est-ce que quand la monotonie s'impose, c'est sa 8e saison ou 9e, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était le temps. C'est pas parce que ça a marché depuis notamment qu'il a annoncé son départ qu'il faut tout de suite non revenir sur la décision. Pour moi, c'est la bonne décision. Klopp, il doit partir maintenant de Liverpool. Il a tout gagné avec cette équipe-là. Il a tout donné. Donc pour moi, c'est le bon moment de changer, de voir autre chose parce que à force de vouloir forcer avec la monotonie, ça ne peut plus. Il a tout donné en fait.
Maintenant, vous pouvez rebondir. Je voulais dire qu'il était arrivé à bout de souffle et lui-même, il l'a senti. Ce renouvellement-là ne s'est pas fait en une journée. Il a fallu vraiment essayer et échouer. Et pour qu'il puisse avoir, notamment renouveler le milieu de terrain et ensuite commencer à renouveler l'attaque. Mais il a vraiment souffert à ce niveau parce qu'il faut souligner que son football, à lui, est très usant. Ça demande de l'énergie, ça demande énormément de travail pour les joueurs et pour des joueurs avec lesquels il travaille depuis 5 ans, 6 ans. Ça commençait à ne pas donner. Il fallait renouveler cela. Et lui-même, dans son fort intérieur, je sentais qu'il n'était pas prêt à aller encore sur un cycle de 5 ans. Il veut changer d'air et peut-être prendre une année sympathique, comme il l'a dit, afin de revenir plus fort. Les clubs vont se bousculer pour... Le jig and pressing. J'espère qu'il viendra entraîner le Sili national si on met les moyens. Il faut prier, il faut être optimiste. Mais comme Dian le dit, c'est vrai, mais moi j'apprécie le soldat parce que c'est quelqu'un qui quand même, il a quand même pris le soin de bâtir une autre équipe qui devient compétitive avant de laisser le club parce qu'ils ont traversé des moments de tempête où c'était difficile. Liverpool ne s'est même pas qualifié en Ligue des Champions cette saison. Il n'a pas accepté de partir sur ça. Certainement, il va partir sur une saison où Liverpool va finir 2e ou 3e ou même champion, c'est possible. Il insiste sur 2e. J'apprécie. Je commence par ça. Moi, je présente le film tel que ça m'arrange. Je commence par présenter le film comme ça. Non, tu es bon, tu es bon. Voilà, si le scénario ça va pas. Donc, qu'il finisse champion 2e ou 3e, ça va être une bonne saison. Il a envie de bâtir son équipe de cœur parce qu'il adore Liverpool, comme il a d'ailleurs dit. Il ne va plus jamais entraîner une équipe en Angleterre en raison du fait qu'il a un attachement particulier pour Liverpool. Il met en place une équipe compétitive, il laisse le club dans de bonnes conditions avec un très bon héritage avant de partir. On lui souhaite bonne chance et j'espère que voilà, il aura la chance de poursuivre en Europa League. Voilà, si j'ai bon mémoire. Oui, ils sont. En Europa League et de gagner ces titres-là au moment de partir. Parce que nous tenons à ce que Manchester City finisse champion. Amadou, un petit mot avant de passer de l'autre côté. Jürgen Klopp, il a marqué son temps dans cette formation de Liverpool, surtout avec Sadio Mané, Mohamed Salah. Il les a beaucoup aidés, il les a quand même remis en confiance. Ils ont eu beaucoup de succès dans ce club, surtout les Africains. On a profité avec Jürgen Klopp. Je pense que c'est le bon moment de quitter avec Liverpool. Il a fait ses preuves au lieu de chuter, de sortir par la petite porte. Parce qu'un entraîneur, dès que tu dures dans un club, il y a les adversaires, ils sont là, ils vont forcément t'étudier. Et à un certain moment, ça ne marche pas du tout. C'est le moment de quitter. Alors, sans transition, nous allons parler maintenant de Chelsea, de Mauricio Pochettino, qui est plus solide, qui était solide depuis son arrivée, mais hier, dimanche, je crois, ils sont perdus. Ils ont fait un match nul, 2-0. C'est quand même décevant ce qu'on est en train de voir avec cette équipe des Blues. Face à Burnley, surtout une équipe rédutadiste, c'est incroyable. Mais comme je le disais, je ne vais pas qualifier Pochettino d'imposteur, mais c'est un entraîneur de club de milieu de tableau. En fait, c'est un entraîneur, vous le prenez, vous le mettez dans un club avec de grandes ambitions, un club qui a envie de finir tout le temps dans le top 3, dans le top 4 ou peut-être finir champion, c'est hyper compliqué pour lui. Je ne résume pas tout le problème de Chelsea à lui parce que dans l'effectif, comme je le disais en off, dans l'effectif, il y a pas mal de joueurs aussi que je trouve brouillons qui ne sont pas à la hauteur pour tenir la baraque à Chelsea. Des joueurs comme Nicolas Jackson, comme Sterling, il peut être par moments très étincelant, mais on ne peut pas reposer une équipe sur Chelsea. Le gamin le plus brillant de l'effectif, que je considère comme brillant de l'effectif, c'est Palmer. Sauf que Palmer, parfois, l'entraîneur, il tâtonne en ne le mettant pas forcément dans une position qui lui est confortable. Hier, faire un match nul face à une équipe qui est réduite à 10. D'abord, Chelsea marque. Même avec le rouge, l'équipe égalise. On marque un second but, l'équipe égalise à nouveau. Ça dénote d'un problème qui est profond. C'est-à-dire d'une restructuration, des changements profonds à faire. Sauf que malheureusement, ils ont encore des joueurs qui ont 7 ans de contrat, 9 ans, 10 ans de contrat. Je trouve qu'il y a eu des problèmes un peu partout, comme Diam le disait. C'est un problème qui est assez profond. Mais à la base, il faut déjà faire partir Pochettino parce que Pochettino n'est pas à la hauteur des grands clubs. S'il a réussi à Tottenham, c'est parce que Tottenham, c'est un club à moindre ambition. Bon, je ne vais pas dire moindre ambition, mais les ambitions sont vraiment mesurées. Des clubs qui investissent comme Chelsea, qui attendent gros sur la saison, ce n'est pas des clubs qui sont faits pour Pochettino. Pourtant, ces derniers temps, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de FA Cup avec un choc contre Manchester City à Wembley le 20 avril. Alors on se dit qu'à partir de là, Chelsea allait dérouler rapidement et rentrer dans le championnat. Et pourtant,
contre Burnley, 2-0, c'est quand même décevant. Oui, non, sauf que pour la Deux buts plupart, partout. les équipes, pour la plupart, les équipes en tout cas le 11 que les grandes équipes alignent en coupe ne reflètent pas le même 11 en championnat. Pas petite d'information. Oui, face à Leicester. C'est Ils étaient différent. à 11. Alors, mais pour ce qui est de City, pour ce qui est de Chelsea, je voulais dire, réduire les problèmes à l'entraîneur, ce serait vraiment passer à côté du véritable problème. C'est qu'il y a eu un président qui a voulu acheter tous les joueurs à fort potentiel, qui avaient un talent, et les associer dans une équipe sans voir plus d'un milliard investis. Alors qu'il n'a pas étudié la complémentarité entre les joueurs, il a associé seulement des supposés grands joueurs. Justement, en fait, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas fini. Je sais que tu vas rebondir, mais je n'ai pas fini. L'association des individualités ne fait pas forcément une bonne équipe. Maintenant, on peut dire que l'entraîneur n'a pas su trouver la bonne formule, etc. Est-ce que c'est lui qui a choisi ces joueurs-là? Est-ce que nous, on va dire oui. Nous, on va dire oui. À ce niveau, mais le côté omnibilé du président ne permet pas à un entraîneur de prendre des décisions. Le problème de Chelsea est plutôt structurel au-delà d'être un problème d'entraîneur. Je suis d'accord, c'est structurel en fait, y compris donc l'entraîneur en fait. On estime que les joueurs, c'est sur sollicitation le plus souvent des entraîneurs. J'ai besoin de tels joueurs. Et la plupart sont venus avec lui. La plupart justement, en fait. 50% de l'effectif de ceux qui ont été achetés à des coûts de millions sont venus après que lui, il a été acheté. Parce qu'il est venu à la fin de la saison, alors que la plupart étaient signés en janvier, en mai, en juin, avant que lui, il ne vienne. Mais Palmer est venu avec lui, Nicolas Jackson est venu. Palmer, oui. Voilà pourquoi Palmer est performant, parce que lui, il a eu un autre mercato, en fait, aussi. Il a eu un autre mercato. Donc, comme tu l'as dit, en fait, c'est une association de joueurs comme ça qui ont du potentiel. Mais comment en faire une équipe? C'est là le problème. Il n'a pas su le faire. Il a eu un mercato pour le faire. Donc, il ne s'est pas par manque d'argent pour dire qu'il pouvait demander ce qu'il voulait, ce dont il en a besoin, pour ne pas dire qu'il n'a pas eu. Donc, sauf que pour acheter, il fallait dégraisser. Personne ne voulait de ces joueurs-là. Non, mais ça fait partie donc de... Alors, Amadou, pour vous, vous êtes calme aujourd'hui, Amadou. Alors, pour vous, c'est Pochettino le problème? Non, c'est pas lui le problème. C'est l'un des problèmes, il ne faut pas l'enlever. C'est pas lui le problème, il a été choisi par toute une administration. Moi, j'accuse l'administration. Quand tu amènes un entraîneur qui n'est pas à la hauteur, j'accuse l'entraîneur. Pour vous, Pochettino n'est pas à la hauteur. On est unanime qu'il n'est pas à la hauteur d'abord. Qui n'est pas à la hauteur. Il a fait nous permet d'avancer. Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, il a toujours coaché des grands clubs, Tottenham, Paris Saint-Germain, on peut partir ailleurs, on arrive à s'en sortir, mais on vient dans un club et puis on passe à côté. Il faut comprendre d'abord la philosophie du jeu. Voilà, même si même pas. En tout cas, cette fois-ci, il n'a pas. Parce que regardez, quand je veux parler un peu technique et tactique, quand tu vois cette formation de jeu, offensivement, il est capable de marquer, mais à chaque minute, après, on lui rattrape aussi. Quand tu prends l'exemple sur cette rencontre, il a marqué un but à la 44e minute par un penalty. Ensuite, quelques minutes après, à la 47e minute, il a été rattrapé. Ça marque, mais ça ne défend pas très bien. Défensivement, il n'y en a pas. Tout le monde s'affole. Là, on joue, il y a la fougue, on montre du beau football. C'est Chelsea qui joue, mais il n'y a pas de constance, il n'y a pas de stabilité dans le jeu. On ne conserve pas le ballon, on n'étudie pas l'adversaire. C'est comme si l'entraîneur au niveau des vestiaires dit à chacun, fais ce que tu sais faire. Il n'y a pas un fond de jeu avec cette formation. Allez-y. Je veux révéler deux choses. La première chose que je veux révéler, c'est que j'ai vu Pochettino, je l'ai observé dans deux clubs qui n'hésitent pas à investir, mais où il n'a pas pu réussir. À Paris, les investissements, on sait, on hésite. Non, mais le Paris Saint-Germain, c'est autre chose. Oui, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par là, mais qui n'ont pas réussi du tout. Oui, mais qui après leur départ, je veux te dire, mais qui après leur départ, qui n'ont jamais réussi. Mais qui après leur départ, qui après leur départ sont allés réussir ailleurs. Et d'ailleurs, on leur a reconnu leur bon boulot, même quand ils sont partis. Parce que même quand Unai Emery est parti, quand Tourelle est parti, le monde entier a dit qu'il ne fallait pas qu'il parte parce qu'il allait réussir ailleurs. Mais je veux dire, Pochettino, il est venu dans deux clubs qui ne lésinent pas sur les moyens où il n'a pas réussi. Parce qu'à Chelsea, il n'est pas en train de réussir. Et deuxièmement, ce que je suis en train de dire, regardez ce qu'il fait de son effectif. Quand tu prends quelqu'un comme Thiago Silva, un des cadres, quelqu'un qui est très respecté dans le vestiaire, non seulement il lui retire le brassard, et il est capable de donner le brassard à des gamins. Mais Thiago Silva, c'est vieillissant quand même. Il est capable de donner quelque chose. Absolument. Il est vieillissant, mais il est là, il est toujours là. Il donne son expérience, il apporte énormément, que ce soit dans les compétitions, que ce soit en championnat. La gestion dont il en fait, même quand vous ne pouvez pas compter sur un joueur, mais la gestion dont vous en faites, ça peut créer un certain climat au sein de votre vestiaire. Moi, je trouve que c'est un entraîneur qui est passé à côté de gros challenges. Il faut qu'il redescende d'un cran, peut-être qu'il prenne des clubs du milieu de tableau. Je trouve qu'il est passé à côté du véritable problème.
Le problème de Chelsea, c'est que Tom Brady a bradé le football au profit du business à Chelsea. Au lieu de prendre des joueurs qui c'est pas lui qui a pris les joueurs. Il n'a mis que les moyens. Non, en fait, lui c'est pas le président qui recrute. Non, c'est quelqu'un qui met les moyens. Je t'explique maintenant comment ça fonctionne avec les riches là. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui s'est dit tout jeune joueur qui a du potentiel, peu importe ce qu'il va coûter, il allait l'envoyer. Mais les Qataris ont fait pareil à City, les Émiratis ont fait pareil à City. Ils ont injecté de gros moyens. La différence, c'est qu'eux, ils ont attendu d'avoir un entraîneur qui lui-même définisse sa politique et définisse ses profils de joueurs, et puis il les achète. Même l'année dernière, avec Galtier au PSG, ils t'ont fait venir Ramos. Moi, je pense en tant qu'un entraîneur qui est responsable, un entraîneur ambitieux, un entraîneur qui a envie de progresser, quand tu n'es pas dans un bon registre, mais tu essaies d'en discuter avec le président du club, si ça ne marche pas, tu claques la porte. Alors, ils sont toujours 11e du classement à 16 points des places européennes. La toute dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour que Chelsea revienne dans le top 5 des grands en Premier League? Rapidement, on commence dans combien d'années? Rapidement. Oui, c'est ça, en fait, parce que c'est pas cette saison ni la saison prochaine. Il faut, rapidement, s'il vous plaît. Il faut restructurer donc, comment on appelle, le club. Notamment, ne pas s'hasarder seulement avec des recrutements hasardeux comme cela pour dire qu'à chaque fois qu'un joueur sort là-bas en flamme olympique, il faut aller le chercher pour estimer donc battre une équipe comme cela. Il faut avoir un projet en fait. On a besoin de quoi? Défensivement, on bat autour de tel ou tel. Si c'est offensivement, avoir un projet de jeu visible et comme cela, ça peut marcher. Mais c'est pas l'argent qui manque. Il faut juste avoir une meilleure direction politique sportive du club. Rapidement, il faut restructurer la direction. Ensuite dégraisser. Chelsea a plus de 50 joueurs au club et prêté. Dégraisser. Ça par contre, c'est pas une première. Il y a longtemps, Chelsea a toujours des joueurs prêtés. Ça, c'est pas... c'est un problème. Ensuite, recruter en fonction des besoins et en fonction de la position du club en ce moment. Amadou. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à changer la politique sportive, surtout au niveau des recrutements, et savoir comment recruter les joueurs, ou bien revoir l'administration. C'est l'un de deux. Soit on change, ou bien on quitte. Vous avez 5 secondes. Priorité, il faut faire dégager, il faut faire partir d'abord Pochettino. Ce que l'entraîneur demande, c'est les moyens. Si tu as un président qui est capable de mettre des milliards à ta disposition, il va falloir savoir faire des recrutements. Bill l'a rappelé, il a eu un mercato pendant lequel il aurait dû prendre ce qu'il lui faut, ce qu'il lui manque. Il ne l'a pas fait. Il est responsable de ce que Chelsea vit aujourd'hui. Donc il faut qu'il dégage. Ensuite, les autres problèmes, on les attaque. Aux 5 secondes. 5 secondes, il est parti à une. Je rappelle qu'aux téléspectateurs, aux auditeurs de la 89.5 et surtout nos, bien sûr, internautes sur la page Groupe Kavi et Kavi TV que vous pouvez taper sur le lien de www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe. Puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour qui est Tannery, puis cochez les conditions générales, cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code. Puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 20 000 francs dans votre compte. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez 2 accès à YellowBet. Le premier accès est l'accès en ligne à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Le deuxième accès est l'accès USSD avec Orange. Tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse, OK. Avec MTN, tapez étoile 343 dièse, OK. Maintenant, nous allons changer de décor avec la technique. Après, on revient sur ce plateau. De retour sur ce plateau, nous allons filer en Bundesliga en Allemagne. Déjà 5 défaites en championnat en 27 journées jouées. Voilà qui fait beaucoup pour le recordmaster, un Bayern qui n'a plus été habitué à pareil affront depuis belle lurette. Ce samedi, la pilule est d'autant plus dure à avaler que la gifle vient du grand rival Dortmund. On va commencer par vous justement.
C'était quelque chose que j'attendais depuis des années. Finalement, ça arrive. Parce que l'année dernière, on est passé juste à côté de voir le Bayern tomber. Moi, je me disais, la domination exponentielle que ce club-là avait sur la Bundesliga était extraordinaire. Pourtant, en novembre dernier, les Bavarois avaient cartonné sur la pelouse du Borussia 4-0. Oui, mais globalement, je suis en train de dire, même si ce n'est pas le Dortmund qui... Il ne faut pas totalement enterrer le Bayern Munich. Oui, mais sur cette saison, logiquement, Leverkusen va aller terminer champion. Je ne dis pas que c'est définitif, mais il reste encore cette journée. Mais sur ceux qui sont en train déjà de réaliser, en aller et retour, ils ont montré quelque chose de solide face au Bayern. Voir un autre club prendre le relais en Bundesliga, comme ce fut le cas en Italie après une longue domination de la Juventus de Turin, ça c'est quelque chose qui me réjouit. Maintenant, sur le fond, ce club-là aussi, comme Chelsea, a des problèmes plus profonds, mais qu'il ne veut pas voir en face. Parce qu'on est pressé, on pense que c'est un problème d'entraîneur, il faut faire partir Nagelsmann et ainsi de suite, faire venir un autre entraîneur. Ce n'est pas ça le souci. Le problème, il est profond, parce que depuis l'année passée, vous avez vu comment ils ont terminé les champions. C'est parce que Dortmund n'a pas su être à la hauteur en dernière journée. Ils n'ont pas voulu prendre le champion. Ils n'ont pas pu gagner. Donc cette saison, que ce club-là s'incline sur ses propres installations face à Dortmund, c'est quelque chose que je célèbre avec mes 32 dans dehors. Et je pense que ça va continuer, que Leverkusen va terminer champion. Surtout derrière, il y a aussi Stuttgart qui pousse. Parce que quand on croit que c'est fini, ce n'est pas fini. Si Stuttgart gagnait d'ailleurs hier, je crois qu'ils auraient pu revenir à 3 points du Bayern. C'est peut-être probable qu'ils finissent même 3e de la saison. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné en Allemagne. Avant d'aller avec vous, Amadou, on va demander à la régie de laisser la barre de code promo Tannery, parce qu'on est dans la minute du partenaire. On va aller avec vous, Amadou, justement. Perdre 2-0 à l'Alliance Arena, c'est quand même difficile à avaler. Ouais, c'est comme ça aussi, ça arrive. Il faut qu'on arrive à changer la situation en Allemagne. C'est pas la dictature qui est là-bas, c'est le football. On a hâte de voir d'autres clubs devenir champions. Être premier, c'est extrêmement important. D'autres clubs qui vont venir bousculer Bayern de Munich. Ça fait aussi l'affaire même des autres clubs. Parce que quand il y a un seul club fort dans un championnat, ça se répercute en Ligue des Champions. Les autres seront éliminés. Il y a le Paris Saint-Germain en France. Voilà, il y a aussi le Real et le Barça qui se distribuent le championnat en Espagne. En France, à un certain moment, on parlait de Lyon. Lyon a tellement colonisé les clubs depuis l'ère des Qataris, en France. C'est le PSG qui est en train de coloniser le championnat. Justement, dans sa logique, ça pénalise le championnat français. Exactement. Je te parle même avant qu'on parle de Paris Saint-Germain, quelqu'un qui a commencé longtemps de regarder le football. En France, à un certain moment, on peut parler de l'Olympique lyonnais, même si ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de te parler. Après, on parle maintenant de Paris Saint-Germain. C'est extrêmement important dans un championnat où on arrive à reloquer les choses. Moi, je pense que c'est comme ça le football. Je suis d'accord avec Hamid. Je ne pense même pas que le Bayern de Munich va terminer 2e dans ce championnat. Il risque de devenir 3e parce que, à l'allure où cette formation est en train de progresser, Stuttgart qui ne fait pas de cadeau, même si hier ils n'ont pas pu gagner ce match, mais la ligne offensive elle est prolifique, c'est une équipe, c'est un club qui est constant cette saison, ils sont capables même de bousculer le Bayern de Munich. Je pense que c'est le bon moment, il faut que le Bayern arrive à revoir maintenant son effectif, même s'ils ont beaucoup fait, mais il ne faut pas enterrer Bayer Leverkusen, ils sont de retour. Ceux qui ont commencé longtemps de regarder le football, le Bayer Leverkusen, moi je peux dire qu'ils sont de retour. Alors, je vais parler avec vous, parce qu'Amadou l'a dit, même s'il y a eu l'ère de Bayern München, on sait qu'ils ont toujours dominé de l'autre côté l'Europe en gagnant contre des grands, le Barça, le Real Madrid, Chelsea et d'autres clubs. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas les enterrer parce qu'ils sont là, toujours là, et ils ont envie de revenir rapidement derrière. Oui, non, le Bayern, même s'il a perdu hier, ça reste toujours un grand. C'est vrai que cette année, le Bayern est vraiment chahuté en championnat. Ça a commencé l'année dernière et ça a continué cette année. Mais c'est une équipe... Le Bayern a dominé le championnat allemand et aujourd'hui, ça doit faire un changement. Oui, c'est difficile pour eux, déjà en voyant le visage de la plupart des joueurs qui n'avaient jamais passé une saison sans prendre le championnat. C'était dur, c'était difficile, mais cette année, c'est plus ou moins confirmé qu'ils vont perdre le championnat. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut enterrer le Bayern de Munich. C'est un club historique, c'est un club avec beaucoup de grands joueurs et qui peut faire, outre le championnat, qui peut faire mal en Champions League parce qu'il y a un effectif pour cela. Même s'il faut dire qu'ils ont pris un coup à la tête, qu'il faudra d'abord faire passer avant de continuer à avancer. Mais là, vous aimez bien la Bundesliga? Non, pas du tout. Je crois même qu'on a perdu un niveau. Quitter un débat de Premier League, venir en Bundesliga. Je me suis senti, difficilement je me suis adapté dans ce débat-là. Je pensais qu'on allait peut-être faire un autre tour dans un autre pays. Mais Bayern Munich, il faut les enterrer. C'est fini cette saison en Bundesliga. En Ligue des Champions, ça peut passer. Là, c'est sur un match de match. Le titre est joué. Le titre, c'est fini cette fois. Ce n'est pas officiellement, mais dans la logique des choses,
Le Bayern. Et c'est possible d'avoir un Bayern Barça en Ligue des Champions? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Faut pas rappeler les choses. Donc cette défaite-là contre le Borussia Dortmund, ça symbolise donc la sécession de la domination bavaroise. Ça fait quand même environ 10 ans ou plus même. Qui sait. Donc, on avait dit que forcément un record allait tomber, soit Harry Kane qui prend un titre ou Coman qui fait une saison sans titre. Donc, les deux-là ne connaissaient pas l'une ou l'autre chose. Donc, c'est tout à fait logique. Depuis l'année dernière, ça devrait arriver. Comme il a dit, c'est Dortmund qui a perdu le titre et non le Bayern qui avait gagné l'année dernière. Donc, logiquement, cette saison, eux aussi, en termes de recrutement, les choix n'ont pas donné forcément. De Ligt, par exemple, en défense, ils ont repositionné parfois Kimmich milieu terrain, parfois latéral. Ça n'a pas donné forcément. Ouais. Des choix comme ça. Hummels, qui est plutôt en attaque, je veux parler de Müller. Le roi, ça déflète pas Sané, tout ça, effectivement, pas forcément. Il y a eu des changements, mais... de lui-même. En plus, Gnabry qui est revenu de blessure, tout ça. C'est des problèmes qui s'enchaînent. Il n'y a jamais eu de constance. On croit qu'il faut changer l'entraîneur pour ça. Non, le changement d'entraîneur ne va pas résoudre ça. Et cette année, on a voulu reposer sur Musiala et Harry Kane. Certes, ils ont donné ce qu'ils peuvent faire, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de choses à changer dans la structure. C'est quand même 30e but pour Harry Kane. Oui, c'est bien. Oui, justement, tu ne peux pas contrôler. Parce qu'en fait, à l'image de l'effectif, tu vas voir, hein, sur un match, ils te mettent 6 buts. 8 buts, ils ont gagné 9 buts. Après, ils viennent galérer face à une petite équipe. Il n'y a pas de constance, en fait. Harry Kane, il profite, il met un quadruplé, un triplé, ça. Après, dans d'autres matchs, il te parle chinois. Ça ne peut pas. C'est ça, ils ont gagné 8 de face à Allez-y. Non, on aime ça quand il se plante, parce qu'il dirait il y a Guirassy, ça fait notre affaire. Mais là, par contre, là-bas aussi, c'est enterré. Hein. Voilà, c'est enterré. Historiquement, moi, je me dis que Bayern Leverkusen, ils sont de retour. Ils sont de retour. On est avec le Bayern Munich. On va parler de Leverkusen tout à l'heure. On parle de Bayern de Munich, mais ce qui occupe la tête, c'est Leverkusen qui est en train de les bousculer. Moi, je me dis que Bayern de Munich, ils sont en train de se maintenir, même s'il ne faut pas les enterrer totalement. Ils occupent la 2e place pour le moment, même si derrière. À combien de points? 13. Voilà. En fait, quand tu ne faut pas les enterrer sur la 7, ils occupent la 2e place. À 7 points, à 7 matchs plutôt. C'est un club qui a chuté, mais pas totalement. Ils jouent la Ligue des Champions, ils sont en quart de finale en championnat. Non, on parle de titre là cette saison. On ne dit pas que Bayern c'est mort, ils vont jouer. Mais attention, même si Bayern de Munich il n'arrive pas à être champion d'Allemagne, mais c'est un championnat. Cela ne veut pas dire ils ont chuté. C'est un coup de tonnerre. Au classement, messieurs, ce résultat est une catastrophe pour le Bayern Munich qui semble abandonner définitivement Leverkusen à son destin de champion. Est-ce que j'ai posé la question à Bella, il a répondu. Pour vous, c'est fait, c'est fini le championnat? Ouais, pour moi, les dés sont lancés, c'est terminé. Bayern Munich ne peut pas espérer quelque chose en championnat cette année. Je dis d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils finissent 2e du championnat. Et quand j'entends les autres dire que c'est pas enterré, je ne sais pas de quoi on veut parler. Peut-être en Ligue des Champions, c'est pas enterré parce qu'Arsenal aussi tâtonne, mais en championnat, c'est quasiment enterré. Parce que même quand vous voyez le jeu que produit le Bayern Munich, Bella l'a dit. En fait, c'est un club qui vient sur un match, ça réussit bien, ils te mettent 8 buts, 5 buts, 6 buts. Mais en termes de contenu, c'est pas le même Bayern qu'on a l'habitude de voir, qui dégage d'ailleurs une sérénité. Ce n'est pas ce qui se passe cette saison. Donc, pour moi, il faut tout de suite abandonner en championnat cette année. Bon, pas abandonner, continuer à faire ce qu'on fait, mais commencer à faire le diagnostic tout de suite pour la saison à venir. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se produire là. Ça faisait pratiquement 8 ans ou 9 ans qu'on attend ça. Ça va arriver cette saison. J'espère qu'ils prendront les leçons qu'il faut prendre et que le cycle va redémarrer la saison prochaine. C'est fini pour vous, Amadou? Bon, pour être quand même champion, c'est fini pour eux, mais dire que le club a fait ceci, cela. Mais attention, moi je me dis, le Bayern de Munich nous a habitués à quelque chose qui était extraordinaire. Tout le temps gagner les matchs avec des records, voilà, avec des scores pas possibles. Ils ont habitué à ça. Donc c'est là dire que les gens pensent qu'ils ont chuté. Non, ils n'ont pas chuté parce que quand tu vois aujourd'hui le bilan qu'ils sont en train de nous donner en championnat. Actuellement, ils ont la meilleure attaque avec 78 buts marqués. C'est énorme. Le meilleur attaquant, c'est aussi important. Ils occupent la 2e place, même si derrière, il y a Stuttgart qui est en train de leur bousculer. Mais ils sont en train quand même de maintenir d'autres records. Vous savez, le fait qu'ils ont habitué à gagner des matchs tout le temps, c'est ça. Moi, je me dis c'est ça. Surtout qu'ils sont rapidement. Oui, je vais laisser la parole à... Non, le titre est joué. Le titre est joué. Leverkusen ne va pas nous faire ce que Dortmund nous a fait l'année dernière. Ça, le titre est joué. Quand pourquoi on dit que le Bayern reste le Bayern? C'est parce que l'équipe est toujours en Champions League et que de ce côté, on ne voit pas pour le moment. Ça, tu es mieux placé pour le dire. Mais ça peut aller devant et naturellement finir 2e et revenir l'année prochaine. Peut-être continuer à concourir au niveau local. Et avec le meilleur buteur du championnat. De la Champions League, c'est faisable. Maintenant, nous allons parler du premier de la Bundesliga sans transition. Samedi, lors de la
27e levé de Bundesliga, Leverkusen a renversé Hoffenheim 2-1 en frappant à 2 reprises dans le Money Time. C'est devenu un Money Time exclusivement réservé à Leverkusen. À chaque fois, ils gagnent à la dernière minute. Ouais, comment en Europa League, c'est ce qu'ils ont fait. En Europa League, ils étaient menés, ils ont carrément renversé la tendance. Et ce qu'ils ont réussi en championnat aussi. C'est un excellent travail quand vous regardez l'équipe jouer, parce que je les ai vus face à Stuttgart, face au Bayern. Des équipes réputées fortes cette saison, je les ai vus face à ces équipes-là. Xabi Alonso, il est en train de réussir un super bon travail. Justement, Xabi Alonso, il va rester là. Ouais, moi, je voudrais juste rebondir sur ce dossier. C'est vraiment appréciable. Ça montre que des entraîneurs qui ont de l'amour, qui ne visent pas que peut-être les titres, la gloire et puis de l'argent, restent. Le fait qu'il soit resté tout en sachant que peut-être la saison prochaine risque de ne pas être aussi reluisante que cette année, ça montre qu'il y a c'est quelqu'un d'abord qui est patient, mais qui a de l'amour pour ce qu'il fait et pour le club dans lequel il est. Et je serais très heureux qu'il soit champion et qu'il continue à rester invincible cette année. J'ai coupé la parole. Hein. Ouais, en même temps, mais je vais repartir sur ce qu'il dit. En même temps, c'est mieux pour lui parce qu'il y a une certaine confiance qui va s'établir, qui s'est d'ailleurs établie cette saison. Ça lui permet de continuer son apprentissage parce que tout de suite, on ne va pas dire que l'apprentissage il est complet. Justement, parce qu'il lui faut le confirmer. Voilà, il lui faut confirmer, il faut prendre le temps de se bâtir quelque chose de solide. Peut-être il aurait pu se dire je pars sur un challenge plus grand à Liverpool par exemple. Bayern même. Il y avait une place qui s'est libérée au Bayern ou encore à Liverpool. Et que ça ne se passe pas comme prévu. On a vu des entraîneurs qui ont réussi pas mal de choses comme ça et que derrière ça n'a pas marché. Galtier, c'était pareil. Il est allé au Paris Saint-Germain. Il n'a pas donné ce qu'il a pu donner. Il a pris une décision, comme tu le dis. C'est très sage de sa part, très intelligent. J'espère qu'il va continuer à bien apprendre et qu'il va réussir la suite de sa carrière. C'est tout le contraire de Pirlo. Un petit mot sur Xabi Alonso. Ouais, il a quand même pu réussir quelque chose qui est extraordinaire pour nous qui sont passionnés du football tout petit. Il a ramené Bayer Leverkusen à son niveau, là où ils étaient. Parce que historiquement, à un certain moment, Bayern Leverkusen était un grand club. En ce moment, c'était des grands. Moi, je me dis, ils sont de retour. Ils ont quand même pu. Au-delà de 2002, Leverkusen a toujours été grand. Ouais, c'est un grand club. Mais qui a disparu ces dernières années. Ça dépend à l'état ça, quand même, ils ont disparu. Moi, je me dis, il est en train de réussir quelque chose. Maintenant, le plus difficile, c'est quoi? C'est le maintien. C'est la confirmation. Justement, c'est maintenir. Est-ce que c'est possible que cette année, même si sur le plan, on voit que déjà les gens sont en train de dire qu'ils sont champions, est-ce que c'est possible de le faire? D'être champion? Ouais. Oh, ça, c'est facile même. C'est pas fini encore. Hein. Oui, c'est pas facile, mais 13 points, il lui reste 7 matchs. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont pas fous. Ils ne vont pas se saborder. Ouais. Voilà, ils sont pas fous pour lâcher. D'ailleurs, c'est leur force principale, en fait, ne jamais abandonner. Moi, si j'étais parieur, j'allais beaucoup perdre ces derniers temps parce que sur 2 matchs, ils ont failli les perdre. Plus de 2 matchs même. D'ailleurs, 2 matchs en Europa League. Ensuite, c'est des récents matchs aussi en championnat, surtout ce dernier-là. Quand je vois le score, je vois le minute, je dis bon, ça va être le premier match qu'il va perdre. Mais à l'arrivée, je vois match nul, je vois plutôt victoire, notamment sur ce match-là contre Hoffenheim. C'est surtout cette force de caractère et cette équipe véritablement joueuse. Il est en train de restaurer donc cette grandeur en guillemets de Bayer Leverkusen. Mais attention, c'est le début en fait de ce retour-là. Il faut d'abord assurer ce titre-là, ça c'est presque fait. Il faut aussi le ramener en Europe. Là, ils ne sont pas en Ligue des Champions. On a envie de voir qu'est-ce que ça va être Leverkusen en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est tout cela aussi. Ce défi-là. C'est ce que je voulais surtout voir, évoluer sur les deux tableaux. Effectivement. Avant de parler du Real et du Barça, je rappelle à nos téléspectateurs, nos auditeurs et surtout à nos internautes de taper sur le lien de www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire pour introduire votre numéro de téléphone, ensuite créer votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour, Tannery, puis cochez les conditions générales, cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 20 000 francs dans votre compte. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez 2 accès à YellowBet. Le premier accès est l'accès en ligne à travers le lien de www.yellowbet.com.gn. Le deuxième accès est l'accès USSD avec Orange. Tapez étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse OK avec MTN. Tapez étoile 343, j'y arrive, dièse et OK. Alors, nous allons justement, avant de parler, je le dis encore une fois, du Barça et du Real Madrid, partir voir les tickets du jour. On va essayer de parier ensemble rapidement, comme il sourit, Guyan.
Pas Hamid du moins. On va partir avec le premier ticket avec la régie, bien sûr. Un ticket misé avec 1 million, les bonus 500 000 et les gains 23 960 000 sur 5 matchs. Sur 5, il a gagné les 5 matchs. Comme je le dis, il a misé 1 million. Il a gagné 23 460 000 et 500 000 francs de bonus. C'est quand même beaucoup hein, pour 1 million et de gagner 23 960 000. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est osé. C'est 5 matchs. Hein. C'est 5 matchs. C'est aléatoire, c'est plus souvent, mais c'est osé. Ça dénote un peu le côté risqué. Quand on risque, plus on risque, mieux on gagne. Donc, c'est ce qui lui est arrivé. Les millions, c'est combien même 23 960 000. C'est loin de notre plan à nous. On le voit le ticket. Mais c'est toujours, 5 matchs, toujours important. 5 matchs je veux dire, gagnés. Je veux dire. Ah, le cote, hein, j'ai oublié les cotes, c'est 23,46 et la mise c'est 1 million et les gains 23 460 000 et un bonus qui va lui permettre de parier encore une fois 500 000. De continuer à parier sans pour autant utiliser ce qu'il a gagné. C'est l'avantage. Je voulais préciser, plus on risque, plus les gains sont jolis, mais c'est pas mieux on gagne. Alors, on va filer avec le deuxième ticket. Celui-là aussi, c'est 29 850 000. Il a misé sur 4 matchs avec les cotes, c'est combien 5,97. Il a gagné 5 millions. Il a misé 5 millions. Il a osé miser 5 millions pour gagner 29 850 000. Comme vous l'avez dit, on prend des risques, on gagne beaucoup. Avec 5 millions de mise, on gagne 29 850 000. Avec 4 matchs de misée, c'est quand même risqué tout ça. Surtout sur des championnats. Ça, c'est la deuxième division en Argentine. Il faut aller prendre conseil auprès de ces gars-là. Moi, je pense que pour les prochaines rubriques, on va aussi partager des contacts, même si c'est en off, pour qu'on prenne des cours. Oh, vous êtes prêt à miser 5 millions, Amadou, hein, aussi, pour gagner peut-être 100 millions, 200 ou 300. 5 millions pour combien de matchs? Peut-être pour 4 matchs. Si c'est sur un match, c'est bon. C'est bon. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Hein, ça, c'est entreprendre. Il faut prendre assez de risques. Celui qui ne risque pas ne peut pas gagner ses millions. Et le troisième et dernier ticket, celui-là, franchement, il a osé les garder. Et le ticket qui s'affiche, il a misé que 2000 francs sur 8 matchs avec 5,747,92 les côtes. 15,747,92 pour les côtes. Et il a misé 2000 francs, comme je le dis. Il a gagné plus de 31 495 840 francs. Et il a obtenu des bonus de 700 000 sur une mise de 2000 francs seulement, messieurs. C'est accessible pour tout le monde. Ouais, c'est aussi intéressant. On aime ce genre de mise. Tu investis peu et puis tu gagnes beaucoup. On a loué les deux précédents parieurs. Mais il faut louer le fin connaisseur qui est le détenteur de ce ticket. Ah, c'est des risques. Lui, il connaît évidemment. Il mise sur des grosses cotes, a mise un peu, mais il connaît naturellement plus ou moins les issues. Parce que là, ce n'est pas aléatoire. Et c'est simple, hein, il suffit juste de vous abonner en tapant notre code promo d'aujourd'hui, Tannery. Vous obtenez 20 000 francs de bonus. Vous jouez, vous pouvez gagner des millions à partir de ces 20 000 francs-là. Je vous propose tous hein, d'aller vous abonner rapidement sur les liens qui sont affichés juste à côté de Yellowbet, Orange et Ariba, bien sûr. Alors, vous vous abonnez quand? Il est déjà inscrit, c'est pas la question. Voilà. La question peut-être que c'est le nouveau venu qui n'est pas inscrit. Pour moi, la question aurait été tu gagnes quand t'es millions. On attend. Tu n'oublies pas la famille. Oui, on est là. Quand vous avez des bonnes cotes, des bonnes formules, il faut les partager surtout. Ça aide. Moi, je veux que tu insistes sur le fait qu'il n'est pas oublier la famille en cas de gain. Ah, il va pas parce qu'il en cherche. Amadou, c'est quand même une occasion de se faire des millions. Ouais, de se faire des millions. C'est la fête qui arrive. Hein. Voilà, c'est la fête qui arrive. Merci de me rappeler. Il faut continuer à tenter ses chances. Moi, je pense que c'est aussi intéressant quand la fête arrive. Il n'y a pas assez de calcul à faire. C'est net, tu paries. Fais à mesure que tu paries, tu gagnes. Quand tu ne paries pas, tu ne peux pas espérer de gagner. On va marquer une coup de pause. Après, on revient pour parler du Barça et du Real et pour clôturer. De
De retour sur ce plateau, le Real Madrid file-t-il définitivement vers le titre? C'est la question que je vous pose à 4 messieurs. On commence par qui? On commence par Bella. Le Real file vers le titre, oui, mais définitivement non. Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Mais il y a une grosse certitude, notamment 8 points. Là aussi, c'est à combien de matchs? 8... Environ, ouais. À 9 matchs. 9 matchs. Donc, on voit moyen, même si c'est possible hein, en cette fin de saison, avec notamment le fait que le Real soit sur 2 tableaux différents, la Ligue des Champions, le fait qu'il y a l'adversaire, plutôt le rival historique en face, le Classico, ça peut faire perdre des points. Le fait qu'il y a encore quelques absences, il y a quelques blessés, tout cela, tout peut se passer. Mais le plus grand pourcentage, donc, c'est notamment vers la confirmation de ce titre-là pour le Real Madrid qui est en train de passer donc une excellente saison malgré tout ce qui était comme obstacle, notamment les blessures de tous ces cadres pratiquement en défense, au milieu de terrain. Ils ont suggéré comme ça, même finir à la rigueur deuxième avec cette équipe de Real en début de saison, tu pouvais presque pas parier, c'est gagné par Carlo Ancelotti. On sent cette facilité du Real Madrid dans ce championnat, battre quand même l'Atlético Bilbao, c'est pas donné pour dans ce championnat-là pour les clubs de première division de la Liga. Oui, il y a une certaine facilité. En fait, la particularité du championnat espagnol, en tout cas entre le Barça et le Real, c'est que les équipes faciles pour le Real sont difficiles pour le Barça. Il y a une certaine... à ce niveau, c'est difficile de jauger une équipe face au Barça, face à une équipe qui joue face au Real. Mais le Real file tout droit vers le titre parce que plus ou moins tout est réuni pour que le Real soit champion. Mais il y a une équipe derrière qui ne se laisse pas abattre, je développerai après, qui ne se laisse pas abattre pour le moment, qui continue à croire en ses chances et surtout qu'il y a un Classico qui arrive et peut-être que l'issue de ce Classico pourra qui va déterminer le champion d'Espagne. Non. Si c'est le Real qui gagne le Classico, oui, on pourra dire que c'est définitif, le Real est champion. Et si mais c'est le Barça qui gagne, ça relance le championnat et en 5 matchs, tout est possible avec 5 points de différence. Et si c'est un match nul? Si c'est un match nul, tout ça c'est à l'avantage du Real et ça rapprocherait encore davantage le Real du championnat. Donc le Real un peu plus champion, on peut dire comme ça, un pied pour être champion d'Espagne cette année. Pratiquement, comme Bella le dit, je crois que ça a été précis. Ils filent vers le titre, mais ce n'est pas encore définitif. Ils sont à 8 journées de la fin parce que la 30e journée a été jouée hier. Il reste 8 journées pour que le championnat se termine. Et quand tu regardes le calendrier, pratiquement les 2 gros matchs qui restent pour le Real, c'est le Barça et puis ensuite Villarreal, si je ne dis pas de bêtises. Donc le Barça et Villarreal, c'est presque pratiquement avant l'avant-dernière journée. Donc, à moins que le Real se saborde, mais tout est réuni pour qu'ils aillent gagner un autre titre de champion. Mais ça va être un peu compliqué aussi parce que le fait d'évoluer sur les deux tableaux, ça fait que par moment, vous pouvez vous dire on réserve tel joueur, on se réserve tel joueur et ça peut amener de quelques surprises parfois qui amènent le doute et qui compliquent la suite de l'histoire. Mais sur ce qui est fait, le football, ça se joue pas sur le papier. N'empêche qu'on en parle sur le papier. Le Real a un calendrier de fin de saison qui, je ne dirais pas qui est favorable, mais à part le Barça et Villarreal, il n'y a pas d'équipe qui cause de gros soucis. Et en Ligue des Champions, s'ils réussissent quelque chose, tant mieux. Mais en championnat, ça va. Le titre, il est acquis à 80%. Évoluer sur les deux, bien sûr, les deux tableaux. Est-ce que Amadou, ça peut freiner justement le Real Madrid en championnat? Ouais, bon, ça va être quand même très compliqué. Moi, je me dis, c'est sous forme de piège. Hein. C'est comme si le Real est piégé parce que déjà, il y a la Ligue des Champions. C'est quand même 2 fronts. Hein, ouais, 2 fronts. Il y a le championnat parce que derrière, il y a le Barça, même s'il y a... Qui est aussi sur 2 fronts. Ouais, sur 2 fronts. Effectivement, il y a 8 points entre... Avec peu d'ambition. Voilà, il y a 8 points entre le Barça et le Real. Parce que le Barça, il y a une forte pression derrière. Le Barça, il y a ce club Gérone qui arrive, il y a juste 2 points entre Gérone et le Barça, donc il y aura assez de concentration. Donc le Barça peut terminer 3e. Voilà, peut terminer 3e, donc ils seront obligatoirement concentrés pour avancer devant, même s'ils vont penser au Real, mais ils pensent à Gérone, parce qu'il y a juste 2 points entre Gérone. Donc le Barça va jouer avec assez de concentration. Maintenant, est-ce que le Real de Madrid est capable de gérer les 2 fronts au moment où on parle qu'ils n'ont pas un attaquant fort? Actuellement, le meilleur buteur, c'est Bellingham qui n'a que 16 buts, même s'ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense. Mais le buteur n'a que 16 buts. Donc, il y a... Ça n'a pas été un problème. Là, il faut questionner le championnat. Ça n'a pas été un problème pour mettre le paquet pour aller chercher Guirassy. Exactement. Ça leur manque un attaquant phare qui est capable de marquer à chaque instant. Ça n'a rien à voir. Certainement, il y avait Benzema. Même si ça restait 1 minute, il y a une machine, il y a un garçon qui a la magie.
qui est capable de marquer à chaque instant. Actuellement, il n'y a pas ce joueur dans cette formation du Real de Madrid. Je pense bien la meilleure solution, c'est de se concentrer et savoir comment aborder les matchs, juste avoir les 3 points, pas se tuer à fond, faire l'essentiel, sans se dire. Alors Bella, est-ce que le problème aujourd'hui du Real Madrid, c'est ne pas avoir un Karim Benzema devant? Je crois que ce débat-là, on va l'attendre peut-être pour la saison prochaine. Cette saison, ils ont montré qu'ils savent en fait gérer sans un vrai neuf. C'était inquiétant pour eux, mais au fil des matchs, au fil des semaines, tantôt c'est Bellingham qui nous a claqué des buts en fin de partie, tantôt c'est Rodrigo qui prend donc l'affaire en main, tantôt c'est Vinicius. Enfin, ils ont su faire avec cette polyvalence-là de ces joueurs-là. Quand Carlo Ancelotti, plutôt, il en a fait une bonne gestion pour moi, sans souci, mais ça n'a pas été un handicap pour en arriver là. Il y a un joueur qui ne doute plus, justement, c'est Rodrigo. Il a parlé de Rodrigo Bella, qui a inscrit un doublé. Est-ce qu'on peut dire qu'il est définitivement revenu dans cette équipe? Après une période de disette, et voilà un joueur dont on peut dire que la trêve internationale lui a servi quelque chose. Le fait d'avoir été buteur pendant la trêve lui a redonné une certaine confiance et ça pourrait expliquer son regain de confiance, son regain de forme avec le Real de Madrid, qui sont doublés avec des buts magnifiques pour l'essentiel. Et ce que moi je peux espérer, c'est qu'il ne reste pas sur cette confiance-là, qu'il redescende un peu afin qu'il nous permette nous d'espérer encore un peu pour ce championnat. L'aspect qu'il ne faut pas oublier, notamment le cas Rodrigo, il est beaucoup plus fort sur le côté gauche, mais il ne pouvait pas évoluer là parce qu'il y avait Vinicius. Et sur ce match-là, il était sur le côté gauche. Donc ça a facilité donc son expansion dans ce match. Il peut craindre l'arrivée de Kylian Mbappé? Les deux peuvent craindre. Aucun d'entre eux n'a craindre l'arrivée de Kylian Mbappé. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il arrive au Real pour jouer en tant que numéro 9. Pas pour évoluer sur le couloir. Une grosse erreur. Ça aussi. Pour qui? Pour le Real ou pour Kylian Mbappé? Et pour les deux. Pour Mbappé, c'est ce qu'il faut faire quand on est grand footballeur comme ça. Quand on est un footballeur, on arrive dans un club comme le Real Madrid, à un certain moment, on ne vous sert pas sur un plateau d'or, il va falloir aller chercher. On est en Liga. D'abord, il va évoluer à la pointe de l'attaque parce que le besoin du Real en ce moment, ça se joue là-bas. Parfois, c'est Bellingham, milieu de terrain qui joue, attaquant de pointe. Donc Mbappé, il va arriver pour jouer attaquant de pointe. Après, si les performances montrent qu'il peut aller ailleurs ou qu'il peut prétendre à la place que Vinicius s'est construit depuis plusieurs années, ou il y a une place que Rodrigo s'est construit depuis plusieurs années, tant mieux. Moi, je ne dis pas que Mbappé n'est pas bien. Mbappé, il est super bon. Mais pour l'instant, toute l'histoire qu'il a dans le football, s'il l'a fait, c'est à Paris. Et en France, c'est pas au Real. Au Real, il va venir pour prouver autre chose, pour chercher sa place très chère. Donc, s'il veut évoluer sur le côté de Vinicius ou sur le côté de Rodrigo, il va falloir travailler. D'entrée matière sur le papier, forcément, ces deux-là, ils ont leur place. Et puis, l'entraîneur verra qui des trois ou des deux devra céder sa place à Mbappé si celui-ci ne veut pas évoluer à la pointe de l'attaque. Rodrigo, il a prouvé ce qu'il a prouvé au Real Madrid. Mais il a prouvé, je suis parfaitement d'accord avec Hamid, il a raison. Là, Manchester City. Actuellement, il est en super forme, mais l'entraîneur ne peut pas se permettre de laisser ce garçon sur le banc parce qu'il y a Mbappé qui arrive. C'est Mbappé, il a fait ses preuves ailleurs. Quand tu viens dans un club, c'est à toi maintenant de faire tes preuves. Parce qu'on a vu des grands joueurs qui ont changé de club. On a vu les Gudjohnsen qui ont quitté quelque part. Ils sont venus au Barça, ils n'ont pas pu donner satisfaction. Il y a eu des grands joueurs qui ont changé de club, ils n'ont pas donné satisfaction. Maintenant, quand il vient, c'est à lui maintenant de se faire une place. Soit, même s'il va sortir en deuxième explication, à chaque instant qu'il arrive à faire des apparitions, il crée la différence, il peut avoir une place, ou bien il n'y a pas assez de calcul, il se transforme en attaquant de pointe. Moi, je pense que Mbappé, il est capable de jouer en tant qu'attaquant de pointe, il a une force de frappe pas possible, il se démarque, il bouge, il a assez de capacité. Mbappé est capable d'être attaquant de pointe, ou bien c'est à l'entraîneur de voir comment utiliser Mbappé, mais je pense que pour le moment, Rodrigo, il a sa place. Et surtout que, 2 secondes, surtout que cette année, on voit Ancelotti qui fait jouer Bellingham, attaquant de pointe, c'est pas Mbappé qui va refuser de mettre à la pointe de l'attaque. Donc logiquement, moi je pense que voilà. Moi je pense que c'est quelqu'un, l'entraîneur, il va le faire, il va le mettre à la pointe de l'attaque. La suite de la saison, lorsque ça sera officiel. La suite de la saison. Encore une fois, Mbappé. En même temps, tu es en train de formuler des prières pour que ça n'ait pas lieu.
Ne soyez pas étonnés que dans son contrat, qu'il puisse même demander à ce que... ça, c'est pas un club comme le Real. C'est pas au Real. Le Real, c'est un club qui laisse partir Cristiano Ronaldo, qui a écrit une très belle histoire là-bas. Si on parle d'histoire... On n'impose pas ses caprices à un club comme le Real. Je n'aurais pas espéré que le Real attende Mbappé pendant 5 ans. Non, mais c'est un bon joueur, ça c'est logique. Le Real a fait de la surenchère derrière Gareth Bale, qui à Tottenham n'avait rien gagné. Et logiquement, il a brillé en Ligue des Champions. Le Real, je veux dire, pour qu'on arrive à... C'est énormément rabaissé pour ce qui est de Mbappé. Non, le Real ne s'est pas rabaissé. Le Real, c'est un club qui aime la galanterie. Le Real n'aime pas courir derrière quelque chose et ne pas l'avoir. On a vu avec Gareth Bale, on a vu avec d'autres joueurs. Quand le Real arrive dans la danse derrière un joueur, le Real veut l'avoir. Donc la surenchère, mettre jusqu'à 100 et quelques millions pour Gareth Bale, ça avait surpris les gens. Mais le président, il l'a fait parce que le club n'arrêtait pas de faire monter les enchères. Finalement, ils l'ont acheté. C'est pas que le Real est prêt à prendre des caprices ou à offrir tout le club à Kylian Mbappé. C'est une habitude. Mbappé, il est bon. C'est bon. La semaine prochaine, on va parler justement de Kylian Mbappé. Mais on va aussi parler du Barça qui a régalé hier dimanche. Un but magnifique inscrit par Rafinha a permis au Barça de battre Las Palmas. Un but à 0. Un but à 0, c'est petit contre Las Palmas. Oui, c'est petit, mais bon, encore une fois, et ça aurait pu être plus gros en termes de score. D'abord, il y a le premier but qui devait être validé. L'arbitre a sifflé un hors-jeu qui lui seul a vu. Il y a aussi un but que tout fait que Joao Félix devrait mettre au fond qu'il n'a pas mis. Mais bon, ce n'était pas une régalade naturellement, mais il fallait assurer l'essentiel. En ce moment, c'est ce qui était demandé en prélude à la préparation de la Champions League. Il fallait faire l'essentiel. Continuer à mettre la pression sur le Real et puis bien évidemment continuer à espérer que la fin de saison soit explosive. Le Barça monte en puissance dans ce championnat. Non, d'abord, je veux que en fait, vous barrez le mot régalé. Le Barça n'a pas régalé en fait. Face à c'était Las Palmas en fait. Ouais. Las Palmas, ça a dominé quand même. Las Palmas c'est 12e. 12e, Las Palmas n'avait pas gagné depuis 5 matchs. Ouais. Las Palmas a pris un carton rouge. Elle a joué à 10 donc pendant plus de 50 minutes ou voire 60. Et le Barça, avec toute cette possession-là, qui ne marque qu'un seul but, vous appelez ça regaler, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut... Il faut redéfinir, en fait, pour qu'on il faut utiliser ton superlatif. Non, en fait, regaler peut-être sur ce but-là, notamment la passe de Joao Félix, c'était excellent. Sur ce lob-là, et puis l'appel de Rafinha, la finition, ça c'est excellent, ce but-là. Voilà, mais le match de façon globale, c'est le seul tir cadré, si je ne me trompe pas, c'est le seul tir cadré, en fait. À la seconde période. Justement, pour permettre donc au Barça de l'emporter. Les 3 points, on retient ça, mais dans l'ensemble, c'était pas un Barça. On a que 3 minutes, allez-y. D'ailleurs, à l'aller, le Barça a gagné difficilement dans les temps additionnels sur un penalty controversé face à Las Palmas, sur un penalty controversé dans les temps additionnels. J'ai suivi ce match-là. Au retour, si le Barça ne peut pas faire 2-0 sur une équipe réduite à 10 depuis combien de minutes, c'est grave. Ça ramène encore le débat. Ce Barça-là n'est pas en mesure de régaler. C'est une équipe qui doit se reconstruire pour peut-être pendant la saison prochaine ou les 2 prochaines saisons à venir pour être le club qu'on a l'habitude de voir. Alors Amadou, le Barça doit jouer contre, bien sûr, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, ils sont capables quand même de le faire parce qu'ils sont à un moment de reconstruction. Chacun a envie de se faire une place au Barça, l'entraîneur a envie de confirmer. En tout cas, tout le monde est en train de se donner à fond pour que le Barça arrive à réussir. Mais au Parc des Princes, c'est autre chose. Le Barça, quand même, est capable de gérer, de limiter les dégâts. Peut-être un match nul, mais partir gagner en déplacement, ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas ce Barça qu'on a vu à un certain moment. Ce n'est pas la génération de Messi. Là, je rejoins Hamid qui vient de dire que le Barça est en phase de reconstruction. Actuellement, si le Barça domine un club, ce n'est pas un succès. Ça, c'est l'ADN déjà des Blaugrana, c'est de conserver, de dominer. Mais gagner un but à 0 face à des clubs comme Las Palmas, ça nous montre que cette formation, d'abord, n'a pas regagné ses temps forts. Ils sont en phase de reconstruction. C'est le Barça, on ne les enterre pas. Ils sont en train de se maintenir. Mais ce n'est pas le Barça d'abord. C'est comme s'ils gagnaient contre Vanuatu. Voilà. Est-ce que est là est-ce que pour vous... Par contre, ça, c'est le Madrid qui parle.
La vanne là ne passe pas. C'est le Madrid qui parle. Hein. Là, on le comprend déjà. Est-ce que pour vous, ils peuvent gagner contre le Paris Saint-Germain? C'est Las Palmas de Soricaba. Ouais. Gagner contre le Paris Saint-Germain, notamment peut-être, comme il a dit, limiter les casses au Parc des Princes, même pour moi, c'est pas évident d'aller chercher des 0-0 peut-être. Un point au Parc des Princes. Ouais, peut-être à la rigueur, un match nul, ça va être compliqué. Par sur contre, le match nul, c'est à domicile, là, c'est gérable parce qu'on connaît. Le but extérieur ne compte plus en Ligue 1. Lui, Oui, il ça parle compte du plus. Barça ou bien il parle de Manchester United? Oui, je parle de Barça en fait. Le match retour, c'est à domicile. Non je me trompe en fait. C'est ce que je dis en fait. Parce que Paris Saint-Germain, en fait, gère difficilement les matchs retour en Ligue des Champions. Ça, c'est une faveur pour le Barcelone. Et à domicile, Paris, c'est presque imprénable. Donc je ne sais pas entre les deux. Je peux m'exprimer, mais après... Rapidement, vous avez que 50 secondes. Allez-y. Rapidement. Enfin, je ne sais pas pourquoi tout le monde est pessimiste quand il s'agit du Barça. C'est vrai que c'est une équipe c'est jeune. le moment. C'est vrai qu'à ce moment, les performances ne sont pas ça. Mais le Barça est là, le Barça restera là. C'est un club historique et nous sommes là pour... Laisse le cœur. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train de se faire leur place. Il y a aussi des anciens qui ont du vécu, mais il y a aussi des revenants, des blessés qui vont revenir. Et ça, il faudra compter sur le Barça. Le Paris dont on parle là n'est pas une équipe confirmée. C'est vrai qu'il y a de l'argent, il y a un succès, mais ce n'est pas une équipe confirmée. Le Barça peut faire un bon résultat, un grand résultat au Parc des Princes et puis confirmer cela au retour à Montjuic. Alors, chers téléspectateurs et auditeurs de la 89.5 et surtout nos internautes, vous pouvez taper sur le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour. Tannery, j'y arrive, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant, introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 20 000 francs dans votre compte. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez deux accès à YellowBet, le premier accès et l'accès en ligne à travers le lien de www.yellowbet.com.gn. Le deuxième accès est l'accès USSD avec Orange, tapez étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse, OK. Avec MTN, tapez étoile 343 dièse, OK. Alors, on va finir avec les cartons, monsieur. Je commence par toi, Hamid, rapidement. Bon, carton vert pour Serhou Guirassy. Je crois que je vole le carton de Amadou Major. Serhou Guirassy, le prochain ballon d'or africain. Carton vert. Okay. Carton vert et très vert, très vert. Voilà, les feuilles sont très vertes chez Serhou Guirassy. Le prochain ballon d'or africain. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de débat. Il va falloir qu'il aille chercher pour nous cette qualification en Ligue des Champions avec Stuttgart et essayer de gagner quelque chose sur le plan, même si c'est la coupe. C'est le ballon d'or garanti parce qu'il réalise une saison exceptionnelle. Amadou. Bon, moi, quand même, je donne carton vert à Serhou Guirassy. On va enchaîner, c'est extrêmement important. Je lui souhaite bonne chance. Je ne lui souhaite pas bonne chance à Mohamed Salah pour ne pas que Liverpool arrive à remporter le championnat. Sinon, il va mettre la pression sur Guirassy pour avoir le ballon d'or. Donc, carton vert à Guirassy. Allez-y. Ok, moi, mon carton va à l'endroit comme d'habitude, à nos internautes, à ceux qui nous suivent via les réseaux. Et Groupe Kavi Média et Kavi TV, une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Bila. Mon carton, en fait, c'est sur un sujet, je sais qu'on n'aura pas le temps de débattre, c'est carton rouge, donc notamment à Luis Enrique et au Paris Saint-Germain sur la gestion de Mbappé. Peut-être on fera ce débat encore une fois, parce que depuis l'annonce en fait du prochain départ de Mbappé, c'est un seul match où il a joué dans l'intégralité. Cette gestion pour moi, c'est stupide en fait la décision de cette façon de penser, parce que maintenant, les matchs de Mbappé, on ne scrute pas but et passe. Ce sont les petits gestes ratés de balle et tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire voir? On va me dire, il ne sait pas concerné. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'on reproche à Mbappé pour lui faire subir ça. Et surtout, la mauvaise foi, c'est que c'est dans des matchs où on semble peut-être tout est facile pour le Paris Saint-Germain. Et la justification derrière, c'est pas parce que, bon, tactiquement, par exemple, contre Marseille, là on mène 1-0, on est en infériorité numérique, on peut comprendre, sur un attaquant, on met un défenseur pour sécuriser. Mais non, on sort Mbappé, tu lui demandes justification, il faut qu'on apprenne à jouer sans Mbappé. Moi, j'arrive jamais à comprendre ça. J'arrive jamais à comprendre ça. Si un joueur qui t'appartient, tu es dans combien de tableaux comme ça, tu ne peux pas l'utiliser, il faut dire, penser, faire jouer Mbappé, si ça peut perdre le projet de Paris Saint-Germain,
à lui demander c'est En quoi tout ce cas, genre en de tout cas, combat. il faut- On va en parler, il faut se préparer quand même. le lundi prochain, on va s'arrêter là. Moi, je donne un carton vert à nos cadres, à la régie, à notre réalisateur, à la rédaction sportive de m'avoir aidé à préparer cette émission. On se retrouve le jeudi dans l'émission World Sport.